quand j'étais l'autre bord, les VC, c'est les vultures capitalistes, c'est les gens qui pensent juste au cash. Je dis qu'on est des spécialistes à dire non. Là, on voit facilement 500 dossiers par année. Fait qu'on va dire oui, mettons, en moyenne à 10 dossiers par année. Sur 5, t'as dit combien, là? 500. 500? Ouais. Mais il y a beaucoup trop de founders qui pensent que la priorité, c'est ma solution, tu sais. Ouais. Ma solution, ma patente, parce que je pense que if I build it, they will come easily, tu sais. If you build it, you will come. Ils ont toute une petite vendetta personnelle contre le monde, tu sais. Ouais. Soit qu'ils n'ont pas été aimés par leurs parents puis ils veulent prouver que, soit qu'ils sont les derniers de la famille puis ils veulent prouver aux autres membres, soit qu'ils ont tous quelque chose à prouver. Tu sais, moi le premier. Ça me donne juste le goût de te demander si tu creuses Alien, mais... Oui et non. Je crois à la possibilité, mais je crois pas que ça se promène entre nous autres dans des mondes cachés, parallèles. On cherche à investir juste dans des... Je dis, ouais, je vais le dire ici, on peut dire n'importe quoi ici. Ouais. Des petits Chris, tu sais. Des petits Chris, des petits Chris. C'est quoi une petite Chris? Serge Beauchemin, bienvenue sur Ça se passe. François Lantier, merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir, mon gars. C'est toujours un plaisir d'avoir du temps pour jaser avec toi. Je voudrais commencer en te disant que un de tes plus récents investissements, tu m'as dit offline, que c'était du surf électrique. Ouais. Puis il y a une partie de moi qui se dit, what the fuck? comment tu fais pour avoir des batteries ou de l'électricité dans l'eau? Genre, ça marche-tu? Ben écoute, premièrement, j'ai pas bien de réponse technique à te donner. C'était développé par un ingénieur, justement, Audric, qui est le propriétaire fondateur de la baraque. Cool. C'est un très peu de surf, puis il a patenté une version électrique des surfs. Il n'y a rien inventé, je pense que ça existe déjà pas pire. Okay. Il y a déjà des boards comme ça qui se font en Chine, évidemment, puis aux États-Unis. Mais lui, il fait ça ici à Drummondville, fait que ça, je trouve ça vraiment cool. Puis il fait aussi une planche de wake électrique. Ouais. Il y a un surf familial. Tu sais, la grande différence, c'est que le surf, il flotte. Fait que t'embarques dessus, puis tu pourrais comme juste t'asseoir dessus, puis partir le moteur. Alors que la planche de wake, c'est comme une planche de wake. Quand t'es dessus, ben, la planche est dans le fond de l'eau, là, tu sais, puis faut que t'appartes pour qu'elle sorte de l'eau, puis tout ça. Fait que c'est une autre technique, une autre patente, mais c'est vraiment deux méchants beaux produits. C'est fait ici à un prix ultra compétitif. Là, c'est moins cher, bien moins cher que les versions américaines d'un produit similaire. Tu te rappelles-tu du nom de la brand? Ben oui, eSurf. eSurf. Ouais. Leur site, c'est esurfsport.ca ou .com, je suis pas sûr. On va le mettre dans les show notes. Ouais. Mais oui, bref, une méchante belle bébelle. Il s'en vient porter mes planches en fin de semaine. Là. Fait que j'ai bien hâte d'essayer ça. Là. Il y a un petit party chez nous. Là. OK, let's go. Parce que là, depuis ton trip au Costa Rica, t'es rendu un pro surfeur. Ouais, exactement. Écoute, j'ai commencé à faire du surf. Moi, j'ai commencé à faire du surf il y a 3 semaines. J'ai fait un petit cours de 2 heures, puis j'étais bien content de lever. Je fais déjà du snowboard depuis 20 ans. Fait que l'équilibre avant-arrière, ça allait déjà bien pour moi. Fait que le surf, je pense que c'est ça le gros défi. Ouais. Puis après ça, ben, le reste, c'est enjoy. Man, moi, je sais pas si je dirais... En tout cas, j'étais vraiment pas en forme côté cardio à l'époque aux Philippines quand j'ai essayé d'en faire, mais... Okay. Dude, crawler, puis nager pour aller pogner des vagues. T'avais-tu un prof ou... j'ai fait 2 fois. Une fois tout seul, ça a été un désastre. Ouais. Une fois avec un prof, puis on était comme pas loin, là, puis tu sais, j'ai réussi à me lever, puis j'étais bien content. Là. Ouais, avec un prof, ça fait toute une différence, hein, parce que, tu sais, en tout cas, on fera pas un podcast sur le surf, là, mais tu sais, le feeling de la vague, puis savoir quand est-ce que c'est la bonne. Il y a des vagues à toutes les X secondes, tu sais, fait que pourquoi celle-là est pas bonne, celle-là est bonne, tu sais. Tout ce knowledge-là, le prof, lui, non, pas celle-là, attends, OK, celle-là est go, vas-y, paddle, ouais, go. Puis, ben, bref, c'était une super expérience. Très nice, man. La première fois qu'on s'est parlé on record sur le podcast, c'était début 2025. Fait que ça fait genre 1 an et demi facile. Ouais. On a couvert plein d'affaires, là, genre ton parcours, ton passage au dragon, Treesoft, la business de tech à l'époque versus aujourd'hui. Ça fait juste 1 an et demi, mais il y a eu beaucoup de changements, mettons. Là. Ça a brassé, tout c'est de least. Y a-tu quoi que ce soit par rapport à ton modèle mental sur faire du VC ou starter des startups qui a changé depuis 1 an et demi? Ben, forcément, je peux pas dire que ça s'est resté statique, puisque depuis 1 an et demi, il y a un phénomène qui s'accélère encore, qui est l'AI, puis le AI everywhere, là, tu sais. Fait que ça, c'est sûr que ça a un impact
solide sur ma business. Moi, j'ai investi dans les prochains leaders technologiques ou à peu près les prochaines innovations. Puis là, ben, l'outil principal vient de se démocratiser au cube à une vitesse proche de la vitesse de la lumière. La génération de code, mettons? Ouais. Fait que, tu sais, tout ça, ça change beaucoup de dynamique, tu sais. J'en parlais un peu tantôt offline avec toi, mais tu sais, le software a été longtemps un mot pour plein de secteurs économiques. Aujourd'hui, le software se démocratise comme l'appareil photo s'est démocratisé avec l'appareil, avec les téléphones cellulaires. Tu sais. C'est une bonne analogie, d'autres, ça. Ouais, ben tu sais, moi je suis un photographe de passion, je fais de la photo depuis 45 ans genre là, puis ben tu sais quand je faisais la photo, j'étais ticu là, puis je développais dans une chambre noire chez nous, j'étais un dieu là, dans le sens je te faisais une shot puis je te l'envoyais prendre noir et blanc, j'ai tout fait la patente, c'est comme c'était un art, tu sais, c'est wow, c'était un artiste Serge, tu sais. Aujourd'hui faire des photos comme ça devient un art encore, mais qui achète ça là, tu sais, les gens font des photos avec le téléphone, puis il y a de l'intelligence artificielle qui s'assure que ta photo est tout le temps freaking hot. Ouais. Fait qu'il y a comme plus de craft. Ouais, il y a plus de craft vraiment, tu sais, puis il y a plus de valeur, c'est démocratisé. Puis c'est la même chose avec les vidéos en plus, tu sais. Fait que ça change toute la donne, puis le software, c'est le même phénomène, tu sais. Développer du software jusqu'il y a pas longtemps, c'était quand même réservé à une élite, là, tu sais. Savoir coder, savoir parler des langages de computer, c'était comme tu viens d'une autre planète. Aujourd'hui, tu parles anglais puis tu codes là, tu sais. Fait que parler anglais, tout le monde parle anglais ou à peu près. Fait que coder, c'est devient même français, tu parles tout court. Ouais, tu sais, moi, Claude Codex, je suis tout le temps en français, puis il m'avait dit ça un moment donné, je me rappelle un meet-up. Il parle en français, genre? Puis je suis comme, oui, il est pas mal plus polyglotte que moi, mettons. Là. Ça change beaucoup la donne dans tous les aspects et toutes les sphères de l'économie, pas juste la mienne, mais toutes les business ou à peu près qui sont surtout au Québec, ben au Canada, puis en Amérique du Nord, je dirais, là, mais tu sais, toute l'économie du service, c'est l'économie tertiaire. Là. Quand j'étais jeune, il y avait le primaire, secondaire, transformation, puis tertiaire. OK, ouais. L'économie du service, c'est mettons, l'économie tertiaire. Ça, c'est une économie qui est maintenant notre gros driver économique au Canada puis au Québec. Puis elle va être affectée grandement par l'AI, tu sais. Fait que ça bouleverse beaucoup de choses. T'as un peu. Éduque-moi, ramène-moi ces bancs d'école primaire, secondaire, tertiaire. Primaire, c'est genre extraire des matières du sol, basically. Ouais. Secondaire, les transformer. Transformation, exact. Puis après ça, du service humain ou de connaissance, genre. C'est ça. Tu sais, on est passé, mettons, d'il y a 100 ans à du primaire en grande partie. Là. On ramassait les ressources. Les années 60, c'est les ressources et transformations. C'est comme ça qu'on créait de l'économie. On transformait, il y avait des usines, puis on transformait les matières premières en produits finis. Puis lentement, ben, autour de ces usines-là, ben, se greffent des offres de services, service comptable, service stratégie, service marketing, service ci, service ça. Puis avec les années, ben, on a outsourcé la production industrielle, puis la transformation industrielle, puis on a gardé tout le brain juice qui s'appelle le 100%. Service professionnel. Donc, c'est devenu une économie de consommation d'un bar, mais une économie de service. Donc, beaucoup de presque tous les business, c'est du service. Là, il y a de moins en moins de production industrielle ou de transformation industrielle dans notre économie. Puis là, ben, ce service tertiaire-là, ben là, il est challengé big time par l'AI. Réinventé ou il évolue. Fait que des villes comme Détroit étaient genre anchored dans une économie de transformation. Puis là, après ça, quand ça a été outsourcé, puis tout ça. Exactement. C'est devenu le déclin. Ouais, c'est ça. Il y a des villes qui vont se réinventer. Évidemment, il y a tout le phénomène du insourcing là, qui se passe depuis quelques années. Il y a des gens qui prédisent qu'à cause de tout le mouvement d'outsourcing vers les pays d'Asie, là où la main-d'œuvre n'était pas chère, ben, ça crée évidemment ben des riches, là, entre guillemets, mais ça crée aussi des tensions géopolitiques importantes. Puis, maintenant, il y a une tendance à vouloir ramener sur son sol et la souveraineté économique, puis la souveraineté numérique puis alimentaire et tout ça. On a tendance à vouloir ramener chez nous nos affaires, puis à redevenir des contrées ou des pays un petit peu plus, je dirais, autonomes et quelque part plus individualiste, tu sais, dans le sens quand tu penses à une autonomie, tu penses à toi et non aux autres. Puis en tout cas, bref, je rentrerai pas dans tout ça, mais ça, c'est ça la tendance et la mouvance actuellement à plusieurs égards. Je feeling que c'est quasiment un balancier qui swing d'un bord puis de l'autre, dépendamment des décennies ou des. On a tendance à faire ça, je pense, tu sais, philosophiquement parlant, là, à se promener dans des effets de balancier. Tu sais, on pense juste à la technologie. Moi, j'ai connu quand j'étais jeune.
ou quand j'étais plus jeune. Quand j'étais plus jeune, j'ai connu l'arrivée de l'informatique, la techno, tu sais, puis toi, tu passais dans l'ordinateur local, il n'y avait pas de réseau, tu sais. Puis, mais avant l'ordinateur local, le personal computer, c'était tout centralisé, c'est-à-dire c'était des super mainframes sur lesquels on branchait des terminaux. Fait que l'informatique était centralisée et on avait des terminaux pour faire notre job. Puis là est arrivé le personal computer où on a décentralisé l'ordinateur puis l'amené chez vous. Puis dire là, tu peux faire ça, tu n'as plus besoin de ton mainframe, tu peux faire ça dans ton ordinateur à toi chez vous. Tu sais, wow! Donc, on a décentralisé pour rendre individuel l'informatique. Après, on a créé les réseaux. Puis on est devenu, là, on se branchait. Puis là, on est redevenu avec des super serveurs de réseau qui, localement, avaient des applications informatiques qui roulaient local. Puis là, on avait des ordinateurs plus bébêtes qui roulaient puis qui accédaient aux data sur le réseau. Après, on est devenu l'Internet. Là, on a recentralisé une partie de la technologie sur ton ordinateur, puis on se branche, tu n'as plus besoin des super serveurs, c'est ton super laptop qui se branche sur le réseau, qui échange avec les autres, puis chacun a son super machine. Après, on est arrivé au cloud, puis là, le cloud computing, où on est revenu à la centralisation. Là, je vois les PC d'NVIDIA et AMD là, qui viennent de sortir des nouvelles patentes dans les dernières semaines, où on parle de ramener des modèles d'intelligence artificielle sur un computer que tu peux garder chez vous. Rouler l'inférence comme en local. Exactement. Fait que, on redevient encore centralisé. Alors, c'est toujours ce pendulum là, qui se promène d'un bord ou l'autre, là. En tout cas, dans notre technologie, dans notre industrie. Puis dans notre nouvelle R&I, ton statement que tu m'avais fait early on, là, tu m'avais genre dit l'affaire que je check le plus quand j'investis, c'est les founders, ils ont-ils le feu sacré, ils ont-ils les valeurs à bonne place, ils ont-ils l'ambition, ce qu'il faut. C'est plus vrai, moins vrai avec, mettons, le paradigme AI, parle-moi un peu de ça. Ouais, c'est encore, c'est plus vrai à la cube, là, tu sais, là, même pas au carré, à la cube, là, parce que, au cube plutôt, parce que, tu sais, aujourd'hui, on en a parlé vitement tantôt, là, mais la démocratisation du coding, là, tu sais, l'accès à beaucoup de monde, à la capacité de produire du software, ben maintenant, c'est plus un mot lui-même. Là, développer un software, c'est comme accessible à peu près n'importe qui parle anglais, français, espagnol maintenant. Ben, ça va être quoi l'élément distinctif de quelqu'un qui vient de voir très early dans son projet? Ben, c'est son brain, c'est sa vivacité d'esprit, sa lecture de la vision, et certainement sa compréhension du marché dans lequel il veut évoluer, tu sais. Il y a 5 ans, il y a des développeurs qui développaient des applications pour des marchés qu'ils connaissaient très peu, mais ils étaient tellement brillants qu'ils développaient avec une nouvelle technologie, puis ils prenaient avantage de nouveaux trucs que les vieux de ce domaine-là n'utilisaient pas. Tu sais, je te donne un exemple. Un logiciel ERP pour les dentistes, ben, tu peux avoir 4-5 jeunes qui sortent de l'école en programmation avec un bac ou whatever en informatique, puis ils disent on va gérer, on va faire une meilleure version, tu sais. Puis là, ben, parce qu'ils utilisent des outils plus récents, ils font des logiciels plus performants, patati patata, mais ils connaissent pas grand-chose en dentisterie. Mais aujourd'hui, à mon avis, aujourd'hui et pour les années futures, à moins qu'il y ait d'autres choses qui viennent clasher tout ça, mais la grande valeur ajoutée, ça va être quelqu'un qui connaît tellement bien la dentisterie, qui va développer un software très, très pinpoint sur le problème, puis il va faire affaire avec un dentiste avec qui il va connecter sur justement le pain point, puis les problèmes, puis la transposition de ma connaissance de ton industrie dans une solution software. Ça va être la valeur ajoutée. Là. En tout cas, aujourd'hui, c'est celle-là qu'on veut voir là, quand on cherche des nouvelles compagnies ou des nouveaux fournisseurs. Bon, je suis vraiment d'accord. En fait, j'ai l'impression que l'AI, en réduisant la barrière d'accessibilité à développer du code, développer des produits, des applications, elle augmente la barrière pour le right to win. C'est genre juste, faut que tu tapes plus de complexité, plus de profondeur, puis que tu aies plus d'expertise métier ou industrie pour être capable de crafter quelque chose qui va se distinguer, mettons, puis qui va avoir de la valeur. C'est pour ça que tout le monde tripe sur les vertical AI solutions, parce que ça pogne genre une quantité infinie de problèmes puis de pain points, puis ça descend creux dans tous les workflows d'une business, puis là, c'est genre, là, tu connais tellement ça, tu règles tellement de problèmes que là, t'as comme un mode puis t'es dur à déplacer. Exact. Fait que tu sais, je te file là-dessus. La question que je me pose, c'est genre, tu adaptes-tu ton évaluation de founders dans QC ou genre en général y a-tu des experts métiers sur le founding team, genre dans le staff? Ça me prend des experts métiers, à mon avis, là, pour être capable de... Puis ça, c'est nouveau, là, tu sais, ce que je dis là. On aurait dû dire ça il y a 2 ans aussi, là, tu sais. Mais il y a 2 ans ou 3 ans, on était dans un autre monde où on était dans un paradigme où le développer du code, c'était ça aussi, une grande composante
du succès. Parce qu'il y a bien des gens qui ont des connaissances. Il y a, mettons, 3 ans. Bien des gens qui connaissent la dentisterie, pour continuer dans le même exemple, mais ils connaissent rien au coding. Puis là, ils viennent te voir, puis j'ai une idée de software. Là, tu dis, oh my God, on est loin de la coupe aux lèvres, mon homme, là, tu sais, parce que t'as beau connaître ton métier puis ta job, mais développer du software, c'est toute une job aussi. C'est un autre métier, puis une autre profession en soi. Puis si tu n'as pas un codeur dans le founding team, on n'est pas intéressé. Aujourd'hui, c'est l'inverse, tu sais. Tu viens me voir, tu connais ça big time. All right, puis trouver du monde qui code à cette heure, regarde, tu vas en trouver n'importe où, là, tu sais, puis même que tu vas en trouver tellement plus facilement aujourd'hui, parce qu'il y a un paquet de jeunes wise kids, qui eux autres ont pas vraiment passé 3 ans, 4 ans à étudier le C#, puis le whatever, le language. Ils ont passé les 6 derniers mois, quasiment 24/24, plugués sur YouTube, à écouter des vidéos sur comment vibe coder, puis Claude AI, puis l'autre AI, puis l'autre patente AI, qui font que les gars développent des patentes de fous en 3 heures, 4 heures ou 3 jours. Fait que ça devient une combinaison plus gagnante pour moi de trouver quelqu'un qui connaît très bien le métier ou la job pour laquelle il veut régler un problème, puis il est avec 1 ou 2 wise ass qui connaissent très, très bien la techno d'aujourd'hui, les AI tools, puis être capable de livrer une solution à un temps record, tu sais. Mais tu le sens, tu le vois pour vrai qu'il y a plus d'experts métiers qui s'improvisent qu'aux founders. Dans les applications, mettons, t'en vois-tu plus pour vrai qu'il y a 3 ans? J'en vois pas plus, j'en cherche plus. C'est bon. OK? J'en vois pas plus. Le signal est plus fort, le volume est pas nécessairement encore. Pas encore. Mais ça va venir, tu sais. Il y a plein de choses. Les capacités de l'AI, avant qu'ils soient comprises, adoptées, maîtrisées par les experts métiers versus les devs ou le monde en tech, c'est pareil comme, tu sais, toute nouvelle techno, il va avoir un paquet de patentes qu'on peut juste imaginer aujourd'hui. Tu sais, qui vont se produire puis qui vont se cristalliser dans le chaos dans les prochains 18-24 mois. Je te donne un exemple, tu sais, mais j'ai l'impression, tu sais, que le software dev, comme il est de plus en plus accessible, on va probablement voir le retour, pour ceux qui l'ont vu, là, mais le retour des applications pas chères. Mais une tonne d'applications pas chères. Parce qu'imagine, tu as une bonne idée à soir. En fin de semaine, tu code. Lundi, tu as déjà un MVP. Tu peux déjà l'envoyer gratis sur un App Store quelconque. Ouais. Puis là, il y a une couple de gens qui l'aiment, puis tout ça. Puis tout à coup, ça marche ton affaire, puis tu vends ça 99 cents. J'invente, OK? 99 cents. Mais il y a 20 ans, quand Apple a sorti ça en 2007, avec son iPhone puis son App Store, puis on vendait des applications à 99 cents dans ce temps-là, ben à 99 cents, une application qui faisait des pets, ben ils en ont vendu 2 millions. Ben les petits gars qui ont fait l'application qui faisait des sons de pets sur un téléphone iPhone en 2008, puis ils ont vendu 2 millions de copies à 99 cents, ils sont devenus du jour au lendemain multimillionnaires. Ils ont fait 2 millions, tu sais. Puis est-ce qu'ils ont continué à développer des applications de pets? Assurément pas, tu sais. Mais ils ont eu une expérience, ils ont eu du cash, ils peuvent faire d'autres choses. Moi, je prédis qu'aujourd'hui, là, ça va se produire à une vitesse éclair. C'est-à-dire des gens qui vont trouver des solutions à des petits problèmes, puis ils vont te vendre ça 99 cents. Puis ils vont espérer, parce que maintenant, il y a des centaines de millions de téléphones branchés, ben ils en vendent 15 millions pour le fun à 99 cents. Là. C'est 15 millions de dollars que tu as fait pour faire une petite solution à un petit problème qui touche un méchant paquet de monde et pour lequel le 99 cents est tellement frictionless que les gens vont payer 99 cents. Tu sais. Fait que là, ce qui va être coûteux, ça va être le customer acquisition. Ça va être de faire connaître ton affaire à 99 cents à une masse. Fait que là, ça va être ça le pari, là, mais tu sais, puis là, j'ai pas élaboré là-dessus longtemps, là, c'est une improvisation que j'ai avec toi, là, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est, il y a un monde de possibilités qui s'ouvre, puis c'est bien malin celui qui est capable de savoir lequel va se cristalliser, mais moi, je pense que ce genre de trucs-là va se passer inévitablement, là, parce que aujourd'hui, plein de monde font toutes sortes de photos avec le téléphone, puis des vidéos avec le téléphone. Il y a Gridbank, une business qu'on a backé, super intelligent, qui démocratise ta banque de vidéos, l'envoie dans un serveur. Oui, tu m'en as parlé. C'est vraiment hot ce qu'ils font, là, tu sais. Ouais. Alors, allez voir ça, Gridbank. Puis, vous faites de l'argent avec vos vidéos, là. Des vidéos dormant sur ton téléphone, tu les uploads sur cette base de données-là. Puis elle les market à des marketeurs qui cherchent du live vidéo, du vrai vidéo, puis ils te payent une licence pour utiliser ton vidéo de chien ou la vidéo de, je sais pas moi, d'un char rouge qui passait sa rue dans ton coin. Bon, bref. Mais tu sais, toutes ces affaires-là qu'on n'a pas pensé, ben, c'est des micro-transactions de quelques dollars qui se font à des volumes de plusieurs millions. Ben, ça devient payant. T'sais. All right, folks. Petit shout-out maison. Le 10 septembre, chez WorkLeap à Montréal, on débarque pour la SaaSpass Conf édition 2. 250 builders puis founders en tech au Québec qui bâtissent en eau trouble ensemble. On va avoir du fun. Il y a des keynotes de feu, un podcast live, une compétition de pitch, le pitch party, puis un after party avec un bar open. Tout est inclus dans ton billet. Les early birds sont déjà toutes parties. Il reste des billets, mais ça part vite. Tu peux aller chercher le tien sur conf.saaspass.com. Puis profite-en pour checker la brand qu'on a faite un peu custom puis le fun. On a fait
des posters custom pour chaque sponsor. Alright, j'ai hâte de tous vous voir là-bas. Cheers, back au pod. Ben, parlant des AI, man, tu disais que, dans une entrevue récente, tu disais que si t'avais 25 ou 35 ans, peu importe aujourd'hui, tu passerais tes soirs à apprendre les AI. Tellement. Claude, Lovable, whatever. Tellement. Mais la question que j'avais pour toi, c'est quoi que tu fais tes soirées? Pourquoi tu le fais pas, tu sais? Genre. Premièrement, j'ai pas 25 ans, avec j'ai d'autres intérêts, à construire dans ma vie. Quand t'as 25 ans, tu veux la construire. La mienne est pas mal construite. J'ai la maison, j'ai le chalet, j'ai les bateaux, j'ai les jouets, j'ai les enfants, j'ai les petits-enfants, j'ai la nouvelle blonde. Fait que j'ai une vie personnelle, je dirais, qui est occupée et qui me demande, qui exige du temps. Faut l'entretenir, cette vie-là. 100%. Et qui est extrêmement importante pour moi. Tu sais, fait que comme elle est extrêmement importante, ben, mes soirées, j'ai consacré à ma vie personnelle, à ma conjointe, à mes enfants, à mon réseau d'amis intime. Puis j'ai un grand réseau d'amis moins intime, mais que j'aime beaucoup. Fait que je passe pas mal de temps en relation avec les gens que j'aime. Puis, c'est ça. Fait que je passe moins de temps à courir après les hypes. J'essaie de suivre, mais écoute, c'était peur, hein. C'est même anxiogène, tu sais. Il sort des nouvelles versions à toutes les fins de semaine, là. Il y a un de la gang qui a sorti un nouveau release, puis là, c'est comme, et ça change tout, puis ça change souvent tout. Je regarde juste ce qui vient de se passer avec Fable 5. Ouais. Fable 5, écoute, c'est une folie, là, tu sais. La patente a des improvements de fou, puis ça, c'est une version tu sais, dim down là, de Mythos, là, puis finalement, boum, 2 jours ou à peu près plus tard, oups, on canne tout ça, le gouvernement capote, what, man, ça n'a pas de bon sens à la vitesse que ça va, tu sais, fait que moi, je suis pas capable de suivre. Exact. Mais moi, j'ai une croyance qu'à un moment donné, il va falloir trouver une courroie de transmission pour toutes ces innovations-là qui est plus rythmée ou saine dans son rythme, parce que genre, autant les humains que les compagnies, on n'est pas capable d'absorber tout ce niveau de novelty-là tout le temps. Là. Ouais. J'essaie de suivre. Il y a plein de choses qui, tu sais, c'est des changements de paradigme qui vont se faire assez rapidement, tu sais. Puis ça, moi, je suis plus vieux que toi. Puis c'est ça que j'observe, tu sais, le changement. À chaque fois qu'il occure un changement, on est bouleversé par la vitesse. Ce qu'on sait pas, c'est que le prochain va être encore plus vite. Fait que j'ai l'impression que les changements sont juste de plus en plus rapides. Puis ce que tu évoques comme difficulté, c'est celle où la vitesse maintenant elle atteint un niveau où l'humain a de la misère à suivre, tu sais, cognitivement même. Tu sais, ce que je veux dire, c'est moi j'ai vu arriver, mettons le DVD. Ah, même pire que ça, j'ai vu arriver les jeux vidéo, mais les cassettes vidéo. Ouais. Bon, ben c'est ça a pris un certain temps avec les cassettes soient révolues, tu sais. Bon, puis il y a eu le Blu-ray, le DVD, bon, puis aujourd'hui, ça n'existe plus ça non plus. Les clubs vidéo, je les ai vus apparaître, disparaître, mais sur une période de temps assez longue. Les DVD, même affaire, tu sais. J'ai vu apparaître le fax, puis la disparition du fax. Le fax, il y en a encore des pharmacies, là. Mais tu comprends ce que je veux dire? Il y a des cycles de vie de ces produits-là qui ont été relativement humainement saisissables. Gérables. Ouais, tu sais. Aujourd'hui, ça va à une vitesse où c'est impossible de suivre, tu sais. Je parle juste des haies tantôt, là, si tu veux juste suivre ça, à la vitesse, puis aux centaines de milliards qui s'investissent pour aller encore plus vite, man, tu peux pas suivre, tu sais. Fait que ça va être difficile. C'est très difficile de prédire comment ça va finir, entre guillemets, puis surtout de dire, on devrait réguler ça et tout ça. Ça va être de l'autorégulation, c'est le marché. Ça va être une autre, tu sais, c'est toujours, qu'on aime, qu'on n'aime pas, c'est toujours le plus fort qui gagne, là, puis c'est toujours le plus fort qui dicte les règles, là, puis actuellement, le plus fort, pas facile de l'identifier, là, tu sais, le plus fort, ça peut être Anthropic, ça peut être OpenAI, mais ça peut être aussi les Chinois. Ça peut être les gouvernements américains. Ça peut être les gouvernements américains, ça peut être, tu sais, fait qu'on est, on est là, c'est pas clair là, qui va gagner tout ça. Puis évidemment, chacun son take là-dessus. Là. Puis celui qui va gagner, comme je disais tantôt, celui qui va avoir eu raison, c'est celui qu'on va dire, ah, lui, c'est un génie. Exact. Toutes les autres, c'est des pioches. Mais en date d'aujourd'hui, c'est toutes des prévisions qui se valent l'une et l'autre. Ouais. T'as parlé de plein de paradigmes que t'as vu changer devant tes yeux pendant ta carrière, mettons. Fin des années 80, début des années 90, c'était-tu l'époque Treesoft, ça, pour toi? Ouais, 87, je suis parti Treesoft, 88, on a incorporé la compagnie, fait que c'était en plein dedans. OK. Y a-tu, en termes de vibe ou de feelings, est-ce qu'il y a des choses qui, en ce moment, avec l'époque actuelle, il y a des choses qui te rappellent l'époque à ce moment-là? Ouais, c'est drôle, c'est une bonne question, mais oui, parce que, tu sais, moi, en 87-88, quand on commençait à parler de micro-informatique, là, le premier IBM PC est arrivé sur le marché en 81, en 84, le premier Mac. Donc, en 84,
84, mai 84, le premier Mac. Fait qu'en 85, 86, 87, le monde découvre les polices de caractères sur un écran. Ça n'existait pas avant. Les imprimantes laser, les disques durs, tu sais, de 10 MB, 20 MB, 20 MB, un disque dur. 5 MB, le premier disque dur qui est sorti. Fait que bref, tu sais, tout ça, c'est de la nouvelle techno qui était tellement avancée que le monde, je disais tantôt, était pas habitué à ces vitesses de changement-là et ne voyait pas encore le potentiel de ces technologies-là. Tu sais. Okay. Je vendais des imprimantes laser à 10 000, puis les gens disaient, pourquoi une imprimante laser? Une, là, ici, là, qui fait 10 par job, tu sais. Puis, alors, c'était long, humainement long à comprendre les potentiels. Puis il y avait donc une couche de petits wise-ass, des petits vites. Que t'étais? Que j'étais, puis dont je faisais partie. La génération des jeunes qui mangeaient la technologie, là, les geeks, on les a appelés. Là, ben, nous autres, on voyait beaucoup d'applications à ça, puis on a fait beaucoup d'argent justement en appliquant avant les autres ces technologies-là. Moi, je me rappelle, je faisais des trucs, des macros en Excel. Tu sais, c'était comme Excel, premièrement, c'était nouveau. Là, ça venait de supplanter Multiplan, qui lui venait de supplanter VisiCalc. Moi, j'ai tout vu ça. Okay. Et puis Excel est en compétition avec le gros logiciel qui s'appelait Lotus 123, puis qui a planté ça aussi. Puis moi, je faisais des macros en Excel. Fait que imagine comment j'étais un génie, là, tu sais. Aujourd'hui, les macros en Excel, nobody cares, tu sais, c'est une commodité connue. Mais moi, quand je suis arrivé, c'était disruptive. Fait qu'il y avait toute une couche de jeunes qui utilisaient les nouvelles innovations puis qui disruptaient le présent, leur présent. Maintenant, tu me dis, y a-t-il un parallèle à faire aujourd'hui? C'est la même affaire aujourd'hui. Là, aujourd'hui, c'est l'AI. Tout le monde en entend parler partout. Hein? Mais qui sait de quoi il parle? Qui est capable de prendre avantage réellement? Là, tu sais, j'ai des gens qui codent des patentes avec toutes sortes de logiciels, toutes sortes de solutions de « Hey, ils ont vu une pub, tu veux coder une application, prends notre patente, notre technologie, pour 20$, tu peux coder ton app. » Là, il y a plein de monde qui essaie n'importe quoi pour coder. Alors, il y a beaucoup de bruit. Mais il y a encore une couche de wise-ass qui sont pas mal plus brillants que les consommateurs qui décident de se coder une petite niaiserie. Puis cette couche-là va probablement être capable d'exploiter cette tendance-là ou cette mouvance-là à une vitesse plus solide et prometteuse en termes de création de valeur que monsieur, madame, tout le monde, tu sais. 100%. Alors, monsieur, madame, tout le monde faisait du Excel mettons, en 92. Ben, il connaissait 10% des fonctions d'Excel, mais il y avait encore une gang de wise-ass qui connaît 80% des capacités d'Excel, qui eux autres excellaient, pas faire de jeu de mots, dans un champ d'application, mettons, comme la modélisation financière. Ben, eux autres utilisaient toutes les fonctions solides d'Excel pour faire de la modélisation financière à un niveau que personne d'autre était encore capable de faire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on vit ça. T'sais, aujourd'hui, il y a des petits wise-ass, des petites wise-ass, c'est pas genré, mais qui sont capables de faire des choses avec l'intelligence artificielle que le commun des consommateurs pense être capable, mais qui est aux années, pas des années-lumière, mais qui est pas encore là. Alors, ça crée un gap, pareil comme moi, puis donc une possibilité pour certains de faire de l'argent puis créer des modèles d'affaires qui sont plus sustainable à plus ou moins long terme que monsieur, madame, tout le monde. Dans ces wise-ass-là que tu vois passer, les founders dans ton réseau, c'est quoi la chose que tu trouves la plus rare? Ou qui manque le plus, peut-être? Ouais, prends-le comme tu veux. Ouais, je dirais le manque de réalisme ou de cohérence. Je t'explique. Puis ça, c'est pas une d'hier. C'est beaucoup de gens se lancent en affaires, puis ils oublient qu'être en affaires, c'est un métier en soi, tu sais. Ils se lancent en affaires en disant « Hey, j'ai une bonne idée pour régler le problème d'audition des gens. J'ai inventé une petite patente là, qui se rentre dans l'oreille puis qui traduit en live, mettons. OK, j'invente ça, là. Ça existe déjà. Là, mais bon. C'est un exemple. Là, lui, le gars ou la fille qui vient me voir, c'est ça son affaire, tu sais. Puis il sous-estime big time la réalité d'une business, puis partir en business. Donc, il sait pas ce que c'est que la comptabilité, il sait pas ce que c'est qu'un fonds de roulement, il sait pas ce que c'est que les ratios d'endettement, il sait pas ce que c'est que de l'équité, il sait pas combien coûte de l'équité versus de la dette. Alors, il y a plein de trucs qui sont relativement basiques, qu'il connaît pas puis qui sous-estime dans le succès de son affaire parce que il a vraiment inventé le bouton 4 roues là, qui fait des oreilles puis qui change la planète, tu sais, puis tout le reste ça c'est pas important, il y a du monde qui connaît ça, je vais m'entourer des bonnes personnes. Ben tu sais, t'entourer de quelqu'un qui connaît juste le fun, qui connaît la fiscalité mettons là, puis tu connais pas encore en fiscalité, ben il te parle d'une langue que tu comprends pas. Fait que quand il va te poser des questions d'une langue que tu comprends pas, tu vas donner des réponses que tu n'es pas sûr que sont bien bonnes parce que tu n'es pas capable de comprendre exactement. Fait que tout l'aspect business
c'est tellement sous-estimé. Fait que là, j'ai des founders qui viennent me voir avec des super bonnes idées, des bons projets, des bonnes connaissances du milieu dans lequel ils veulent s'adresser, mais ils connaissent rien aux affaires. Puis pourtant, les affaires, c'est pas sorcier, là. Tu devrais lire une couple de livres pour essayer de comprendre le go-to-market, comprendre le customer acquisition, comment ça marche, mais ce bout-là est sous-estimé par un grand nombre de founders. Ils viennent avec des bonnes idées, des beaux projets, ils ont trouvé 2 ou 3 pilotes, c'est-à-dire 2 ou 3 clients qui leur ont fait confiance pour régler un problème eux autres, mais ils ont tout oublié que dans le scale-up d'une business, il faut que tu mettes tes opérations en place. Ça veut dire qu'il va falloir que tu engages du monde. Il va falloir que tu scale-up ce monde-là. C'est pas 2-3, c'est 20-30, c'est 200-300. C'est pas la même chose. Gérer 300 personnes, c'est pas comment gérer 2-3. Puis gérer la paye de 200-300, la motivation, les vacances, puis après les structures, puis les systèmes d'opération, puis les processus en place, puis la documentation des processus, le reporting fiscal. Tu sais, je pourrais parler 1 heure de temps de tout ce qu'il y a à faire dans une business là, qui fait 100 millions de chiffre d'affaires, mais tout le monde sous-estime ça. Ils pensent tout que ça va se faire tout seul. Tu sais. Mais c'est quoi j'essaie d'extraire quelque chose de constructif pour, mettons, un ou une founder jeune qui écoute puis qui se dit « Holy shit, moi j'ai une bonne idée, mais dans le fond, jamais runné de business. J'ai aucune idée comment ça marche un ratio d'endettement ou whatever. » D'ailleurs, moi... non, puis c'est pas ça qui fait le succès, by the way, là, tu sais. Mais si tu veux monter une business, un unicorn, il va falloir que tu passes ce langage-là un jour ou l'autre, là. 100%. Mais, fait que ce serait quoi notre conseil constructif? C'est-tu juste, hey, start-toi une petite business sur le side le plus vite possible pour, genre, taponner des états financiers, voir l'argent sortir puis rentrer dans un compte, ou lire XYZ livre? Parce que il y a quelque chose de beau puis de fort dans la naïveté, je pense, des founders qui arrivent avec des étoiles dans les yeux, mais qui ont aucune idée dans c'est quoi qui s'embarquent. Des fois, ça a du positif, là. C'est genre. Il y en a plus que de négatif parce que ça prend souvent un peu, beaucoup de naïveté puis c'est en affaires parce que c'est tout ce qu'il y a là-dedans. Je suis pas sûr que je fais ça. Mais on dirait que le truc constructif dans ma tête comme conseil, c'est ça. C'est early on, t'as pas de permission à demander pour starter une business, même si c'est un petit stand de limonade pour être trop cliché. Ouais. Fait que, I guess, ouais. Lance-toi, tu sais, je fais juste dire, rajoute dans ta vision de starter une business, rajoute un élément qui est évident quand on en parle toi puis moi aujourd'hui, là, qui s'appelle, il y a des fondements dans une business qui se répètent d'une business à l'autre, tu devrais les connaître, tu devrais savoir un peu un minimum la différence entre un bilan puis un état des résultats, tu sais. Tu devrais savoir au minimum combien ça coûte de l'équité versus de la dette. Tu sais, puis au minimum, ça se lit tout ça, là. Ça se trouve dans 2-3 bouquins. Va sur Google, cherche meilleur livre pour apprendre le business pour les nuls. Il va t'en sortir 3-4 lisant. Rajoute ça dans ta collection de bouquins à lire ou d'audiobooks à écouter pour avoir un minimum de compétences pour savoir dans quoi tu t'embarques puis construire plus rapidement quelque chose de solide, tu sais. Mais tu pousserais pas ce conseil-là jusqu'à va à l'école pour ça. Non. Right? Non. Je pousserais pas ça. Non. Pour différentes raisons, je pense que je parle contre une certaine paroisse, entre guillemets, là, mais dans le sens que je suis pas nécessairement en train de dire que tout le monde doit avoir un bac en admin pour faire de l'administration. Tu sais, là, c'est loin de là, d'ailleurs. Mais je pense que, tu sais, si tu as la chance d'être à l'école puis tu veux faire de la business, c'est pas bête que de prendre des cours de comptabilité à l'école puis de cours de fiscalité puis de stratégie puis je te dirais que moi, si j'avais à faire un cursus, mettons, pour mes fils qui se demandent quoi faire pour aller à l'école, dans quoi je veux faire de la business un jour, je dirais en finance ou en marketing, tu sais. Parce que c'est les deux fonctions, je dirais, universelles de n'importe quel business. T'sais. 100%. La finance, c'est l'art de compter du cash, puis le placer, puis en faire, puis comprendre le coût du capital, puis tout ça. Fait que c'est mauditement important si tu veux scaler up une business. C'est sûr que si tu fais 5, 6, 10, 15, 20 millions, puis t'avants, tu n'as pas besoin de tout ça. Puis c'est ça souvent qu'on valorise dans notre société. Des jeunes qui partent une business, ils montent à 5 millions de chiffre d'affaires, ils la vendent 5 fois les ventes, 25 millions cash, puis ciao, on recommence, puis hey, je suis un serial entrepreneur, j'en fais 3 ou 4 de même. C'est sûr que tu n'as pas besoin de connaître grand-chose, parce que ce que tu fais, c'est d'aller vite, prendre une petite taille en dollars relativement rapidement, puis cette vitesse-là attire un gros qui n'a pas le temps, lui, de construire une équipe, puis il va te payer, parce que pour lui, c'est une pinotte, il va te payer 20, 25, 30, 50 millions pour cette affaire-là. Puis toi, tu te dis, alright, j'ai passé à la caisse, puis je suis devenu un génie. Tu sais. T'as pas eu le temps de connaître ça. Mais moi, je parle de ceux qui veulent bâtir des business de 500 millions, de 800 millions, de 1 milliard. Tu sais. Mais si tu veux bâtir une business de 1 milliard, tu n'y arriveras pas comme une business qui fait un chiffre d'affaires de 5 millions. Tu sais, ça ne vaudra pas 1 milliard. Là. À moins d'une innovation incroyable. Là, je pense que là, toi, c'est sûr que tu as tes lunettes de VC. Ouais. Fait que tu veux backer
du monde qui ont des ambitions démesurées, comme tu as souvent dit, Ouais. pour avoir des retours démesurés aussi, parce que Ouais. sinon, Ben, tes sinon, le maths modèle marche pas. mathent pas. Ouais, c'est ça. Mais juste à être sûr, de la manière que tu parlais, mettons, d'un entrepreneur plus c'est en série qui fait du 5 millions, qui vend... Y avait-tu une connotation négative, là? Non, Tu le non, flippais non, ou non. c'est juste... Non. T'atteins pas un certain niveau de sophistication ou d'expertise de businessman ou woman? Exact. Ça Genre? dépend ce que tu veux faire, tu sais. Mais tu sais, si tu penses à, mettons, Simon Debaine, qui a une super belle business, ben, quand il est parti de sa business, il faisait 4-5 millions de chiffre d'affaires, il avait pour rouler ça, il n'y a pas besoin de la même profondeur de connaissance du monde des affaires que quand sa business, ça passe à 250 employés puis à plusieurs dizaines de millions, tu sais, ou centaines de millions de chiffre d'affaires. C'est pas la même game. Je suis sûr qu'il était à côté puis il dirait, my God, c'est pas la même affaire pantoute. Mais évidemment, il y a des parallèles, là, mais c'est pas la même business. Alors, je fais juste dire, faut que tu sois cohérent quelque part. Si c'est ça que tu rêves, va les chercher, tu sais, attends pas que ça va arriver tout seul. Mais si toi, ce que tu rêves, c'est de faire une business puis la flipper vite, ben ça, c'est un autre modèle, puis c'est pas un mauvais modèle, c'est un autre modèle, puis go for it, tu sais. C'est là, t'as pas besoin de connaître grand-chose, t'as juste besoin d'être vite en tabarouette dans un secteur qui va avoir beaucoup de demandes, peu d'offres, puis tu vas vendre à un prix de fou, tu sais. Mais vendre 20 fois tes revenus, puis penser que tu peux continuer à vendre ta business 20 fois les revenus pendant 40 ans, ça arrivera pas, tu sais, parce que la business va finir à un moment donné par atteindre un taux de croissance qui justifiera plus 20 fois les revenus. Parce que quand quelqu'un paye 20 fois les revenus, c'est parce qu'il achète une croissance de fou ou une vitesse de fou, tu sais. Ouais, ou un IP de fou, là. Ouais, puis encore, mais tu sais, l'IP, c'est parce qu'il pense le monétiser quelque part, oui, tu sais. C'est toujours du future cash flow qu'il achète. Ouais. Fait que, ben, à un moment donné, si tu l'exerces, toi, la croissance, puis tu exerces ta baraque, là, puis tu tripes tes ventes à tous les 3 mois, là. Tu tripleras pas tes ventes à tous les 3 mois pendant 10 ans, à moins de t'appeler Amazon puis de frapper un secteur innovant, puis t'es capable de le funder, là. Mais, fait que tu vas finir par attraper une courbe de croissance qui va te faire peut-être dépasser celle de ton industrie dans laquelle tu t'adresses, mais pas fois 20. Tu sais, mettons que l'industrie dans laquelle tu t'adresses a un taux de croissance annuel de 12 puis toi, tu livres du 25 de croissance, c'est une freaking rockstar dans ton secteur, mais 25 de croissance annuelle, steady, ça vaut pas 20 fois les ventes, là. Tu sais, il y a quelqu'un qui va discompter ça, puis il va dire ça vaut peut-être 20 fois les profits. Ben là, c'est plus la même game, là. 20 fois les ventes, puis 20 fois les profits, c'est pas la même chose. Mais va voir Apple, va voir Microsoft, va voir Google, ben, en tout cas, là, je te donne des gros noms, puis ils sont pas multipliés, ils sont pas valorisés à 400 fois les ventes, là, ou 400 fois les profits, là. Non, je pourrais aller voir pour le fun tout de suite, là, mais tu sais, Apple, ça doit être 30 fois, là. J'en ai aucune idée, man. Je regarde pas ça. C'est juste pour le fun, là. T'sais, on va aller voir Apple. Et ils sont 35 fois les profits. OK. T'sais, fait que ça, c'est Apple. 35 fois les profits, pas 35 fois les ventes. Amazon, 32 fois. Puis ça, c'est les méchants winners qui impriment de l'argent puis qui dominent le marché mondial. Puis sont 32 fois leurs profits. Puis là, t'as des gens qui ont une business de 1,2 million, puis elle est valorisée à 15 millions, puis ils pensent que c'est normal. Ben oui, c'est normal, parce que on pense que tu vas avoir beaucoup de traction, puis tu vas avoir une grosse pénétration, puis une croissance de fou. Mais si tu livres pas ça, ça vaut pas 20 fois puis 30 fois tes ventes, là. Puis, mettons que j'essaie de zoomer sur le type de profil de founders qui les ont, ces ambitions démesurées-là, de faire pas juste des flips, mais des grosses business, comme tu dis. C'est quoi qui est commun dans leur trait de personnalité ou dans comment ils interagissent avec le monde, au-delà d'un pitch bien baller? Ouais, ben des mini... On va oublier le pitch, là. Mettons, qu'est-ce que je cherche, là, tu sais. Quand est-ce que je peux dire, ça en est un, là. Je te dirais, c'est des mini Jobs, des mini Musk, des mini Ellison, des mini Gates. C'est des jeunes qui ont un take sur l'avenir. Ils sont capables de dire une vision cohérente de où ça s'en va, puis ils sont capables de prédire comment ils vont jouer dans ce game-là. C'est comme une game d'échecs, là, puis ils sont capables de dire dans 12 coups d'ici, là, voici le board, puis voici pourquoi j'ai une chance de gagner. Puis quand ils parlent, it makes sense. Conviction forte. Une conviction forte, une bonne vision accurate de l'avenir dans un secteur X, puis une vision cohérente de leur solution dans cet avenir-là, puis pourquoi eux peuvent gagner dans cet avenir-là. Ça commence à être de la graine de quelqu'un qui peut faire de quoi de fort dans un secteur précis. Puis évidemment, lui, il a l'ambition de dominer ce monde-là. C'est très difficile, vraiment très difficile d'avoir avec certitude, de devenir avec certitude qui a cette
cette essence-là en lui, là. Puis quand on fait des bets, puis j'arrête pas de le dire maintenant, dans le fond 3, on cherche à investir juste dans des... Je dis, ouais, je vais le dire ici, on peut dire n'importe quoi ici. Ouais. Des petits Chris, tu sais. Des petits Chris. C'est quoi une petite Chris? Un petit Chris, c'est ceux-là. Tu sais, c'est ceux-là qui sont capables d'avoir quelque chose. Tu sais, les petits Chris, ils ont vu le chemin, ils ont vu le hack possible dans un pot of gold immense, là, puis ils voient un chemin là-dedans, qu'ils peuvent prendre une position, puis ils veulent y aller vite, puis ils ont un mode, puis ils sont capables de comprendre pourquoi ils peuvent gagner l'aura, la londe de Grid Bank. OK? Mais je reviens à Grid Bank pour le fun, puisqu'on en a parlé tantôt. Ben, tu sais, il y a quelque chose d'intelligent dans ce qu'elle fait. Elle a une chance au bâton de faire un Facebook-alike, là, tu sais, là, une bébelle de grande ampleur planétaire, parce qu'elle touche tout le monde potentiellement, avec une application qui peut être intéressante pour tout le monde. Puis elle a une chance au bâton, puis elle le voit. Tu sais, elle en parle, elle le voit, puis c'est ça qu'elle veut faire. Ben ça, c'est trippant, parce qu'elle, elle va pas vendre à 20 millions, sa baraque, là. Elle la vendra pas à 60. Tu sais, elle veut la vendre à 600 ou à 1,2 milliard puis devenir une licorne parce qu'il y a un chemin dans sa vision, dans son path qui est clairement explicite. Elle peut t'en parler, elle peut le voir, tu peux le sentir, tu peux voir qu'elle a une vraie chance. Mais il y a un paquet d'autres gens qui viennent te voir avec une business, un projet d'affaires qui est tout aussi valable, by the way, pour eux autres, pas nécessairement pour moi. Mais eux autres, quand ils parlent, tu le vois moins le chemin de la licorne. Tu vois moins le marché, tu vois moins leur position. C'est moins évident qu'ils ont une chance au bat de ramasser 1,2 milliard, mais ils ont quand même une chance au bat parce que c'est des bonnes personnes, bien entourées, mais c'est moins clair. Fait qu'on va prendre on prenait des bêtes quand même en se disant, ben, ils vendront peut-être pas 1,2 milliard, mais s'ils vendent 400 millions, puis on a 12% de la baraque, on encaisse 48 millions à la sortie. You know what, 48 millions, c'est un beau chèque pour nous autres dans un fonds de 75. Mais tu sais, dans un fonds de 75, ça va m'en prendre 4, 5 pour être content des wins à 400 millions. Tu comprends? Mais c'est drôle, j'ai l'impression qu'on sort des labels différents pour les founders avec du gros potentiel, genre Wise Ass, Petit Chris. Mais Wise Ass, c'est Petit Chris en anglais. Ouais, bon point. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Mais pour ce type de founders-là, comment ils réagissent quand tu push back, quand tu challenges, quand tu critiques ce qui approche? Ben, souvent, ils sont convaincants, tu sais. Fait que quand tu critiques ce qui approche, ils vont te défaire ton argument pour te montrer que leur argument est meilleur. Puis, c'est pour ça que c'est les petits Chris, tu sais. Parce que tu les écoutes, tu dis, finalement, il est fort, tu sais. C'est que la conviction sur l'avenir cohérente. Forte, genre. Ouais, mais tu sais, t'as beau avoir la conviction. Si tu viens me voir et tu dis, les UFO, ça existe, puis t'es convaincu, là, ça va me prendre vraiment beaucoup de temps. Ouais, c'est supporté, c'est backé. C'est supporté avec des arguments qui fait que je vais finir par les acheter. Fait que c'est pas juste la conviction que tu parles avec les mondes parallèles puis t'es capable de, tu sais, ça va être correct la conviction, là, mais une conviction appuyée par des sources crédibles, tu sais, des sources crédibles. Pour moi, une source crédible, c'est une source qui est validée par quelqu'un d'autre que toi ou d'autres clowns comme toi. Tu sais, là, les UFO existent. Regarde, c'est une source crédible. J'ai toute l'association des croyants, des ovnis planétaires qui disent que ça existe. Ben, ça n'a pas de valeur pour moi. Mais si, je sais pas, là, on déconne, mais tu comprends ce que je veux dire. Ça me donne juste le goût de te demander si tu croises aliens, mais... Oui et non. Je crois à la possibilité, mais je crois pas que ça se promène entre nous autres dans des mondes cachés, parallèles. Je te feel. Ça, non, mais la probabilité statistique est mince, mais oui, tu sais, ça existe. Statistiquement, ça existe certainement. Est-ce que tu as l'impression que la majorité des founders à succès ont une chip sur l'épaule, ont des bobos, des choses à prouver, des moteurs de motivation peut-être négatifs, qui les drive clairement un feu aux fesses qui est dur à reproduire? C'est un bon point. Je pense que, tu sais, les founders à succès... Moi, oui, en passant. Les founders à succès que je connais, puis j'essaie d'en picture d'une couple, là, puis ils ont tous effectivement quelque chose à prouver. Tu sais, ils ont toutes une petite vendetta personnelle contre le monde, tu sais. Soit qu'ils n'ont pas été aimés par leurs parents puis ils veulent prouver que, soit qu'ils sont les derniers de la famille puis ils veulent prouver aux autres membres, soit qu'ils ont tous quelque chose à prouver, tu sais. Moi, le premier, tu sais. Fait que, il y a tout un besoin qui vient d'une blessure d'enfance. T'essayes-tu de le sniffer, ça? Quand tu les vois arriver avec leur plan, conviction, ambition, t'essayes-tu de le... C'est une très bonne observation que je vais mettre en pratique. Je l'ai jamais senti, j'ai jamais fait ce travail-là avant. C'est probablement qu'intuitivement, je l'ai fait.
mais j'ai jamais fait de façon consciente. Mais c'est une belle révélation ce matin. Je vais essayer de voir si les prochaines fois que je rencontre du monde, je peux pas rajouter 2-3 là-dedans pour voir, y a-t-il quelque chose dans cette personne-là qui... Parce que c'est un sujet auquel je réfléchis souvent, puis tu sais, qui anime le grit, là, tu sais. Ouais. Mais pour chiller, puis passer quand même beaucoup de temps avec des entrepreneurs à succès, c'est vraiment un pattern, je trouve, qui revient souvent. C'est une très bonne observation. Pas tout le temps. Puis tu sais, il y a un saying un peu en anglais de chips on the shoulder, put chips in pockets, là, genre, puis qu'il y a certains investisseurs qui essaient de voir ça. Mais l'espèce de paradoxe au cœur de ça que je voulais te partager, c'est alright, fait que t'as une motivation malsaine dans un individu X qui le drive tellement qu'il va builder une business générationnelle qui change le monde, que ce soit pour prendre un cliché encore, des fusées ou des autos électriques. Puis ça aide notre société, genre. Le net positif peut être aidé de ça, mais ça vient d'une place malsaine, tu sais. Ouais. Fait que t'es comme, c'est-tu genre... Puis tu sais, je suis pas là pour encenser les founders puis dire, ils se sacrifient ou ils souffrent pour nous autres, tu sais. Je suis pas en train de tourner des Elons en Jesus. Mais t'es quand même le pape, là, ici, là. Ouais. Mais il y a un beau ou weird paradoxe dans ça, je trouve. Ben, c'est le fun ce que tu rapportes. Puis moi, je mettrais juste un bémol sur le malsain, là, tu sais. Mais je comprends ce que tu veux dire, là, mais tu sais, j'appellerais ça plutôt une blessure, là, tu sais, que tu veux corriger. Moins le dramatiser. Ouais. Moi aussi, il me dirait ça. Ouais. Genre, je suis un drama queen, basically, qui me dit tout le temps. Ça vient de tes blessures. Ouais. Mais c'est ça, on a tous des blessures. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris récemment aussi, là. Mais tu sais, on a toutes nos blessures d'enfance. Sont souvent arrivées entre 0 et 7-8 ans. Puis on drive notre vie après à essayer de corriger ces blessures-là. Puis chacun en a. Fait que chacun a son lot d'eux. Mais c'est vrai que tu sais, on essaie d'ailleurs, c'est des conversations qu'on a eues souvent à l'interne. C'est comment est-ce qu'on fait pour mesurer le grit chez un entrepreneur, tu sais, puis ils prétendent tout en avoir, là, tu sais, mais comment tu fais pour le sentir vraiment? Ben, peut-être qu'effectivement, c'est d'essayer de voir où la chip sur l'épaule, tu sais, qu'est-ce qui manque à cette personne-là qui veut essayer de combler à travers son rêve entrepreneurial, autre que celui de faire de l'argent. Parce que, tu sais, faire de l'argent, c'est pas une motivation suffisante pour avoir du succès, là. Fait qu'il faut que tu sentes qu'il y a d'autres choses. Puis ça, c'est des questions qui sont pas faciles à poser, tu sais. Je te vois en entrevue, je dis, hey, toi, à part faire de l'argent, pourquoi tu fais ça? Moi, j'ai plein de réponses, mais moi, c'est parce que je passe trop de temps en introspection. All right, folks. Un petit shout-out à Baseline, partenaire certifié Ça se passe. Baseline, c'est une équipe de doctorants et d'experts en AI qui transforme tes données en valeur concrète pour tes clients. Si tu veux développer des features uniques pour ton produit ou juste automatiser des workflows dans tes ops internes, c'est la gang qu'il te faut. Une approche no bullshit, un plan d'action incrémental et priorise tes enjeux d'affaires à 100%. Check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Il y a aussi l'épisode 140 avec David Beauchemin, leur co-founder, qui vaut vraiment la peine. OK? De retour au pod. Qu'est-ce que... Laisse-moi voir quel point. C'est le fun de notre entrevue, hein. On part dans toutes les directions. C'est vraiment trippant, j'adore ça. C'est genre le privilège de ma job et de ma business, c'est de pouvoir faire ça avec du monde que je trouve sick. Puis... Vraiment cool. C'est pas nécessairement dans un seul angle. On couvre toutes sortes de sujets en même temps. Vraiment cool. Mais il y a un thread. Trust. Il y a un thread. Exact. Parlant du thread, man, toutes ces blessures-là, ou ces failles-là, ou ces blindsides-là, une des manières, moi, de les corriger ou de compenser que j'ai trouvé, c'est d'être bien entouré par du monde qui ont pas les mêmes bobos, pas les mêmes démons, pas les mêmes forces, puis que ça fait un tout cohérent, genre. Puis c'est, d'ailleurs, je t'en avais parlé offline quand tu m'avais aidé un peu dans un call, je t'avais dit, tu sais, je trouve ça tough d'être tout seul, hein, ça se passe, mettons, même si c'est tout petit. Fait que la question qui revient au VC, c'est genre, tu priorises-tu ou favorises-tu des duos, des trios ou plus de co-founders versus des solo-founders? Comment tu penses à ça, mettons? Ben, il y a un pour et un contre dans ça. Je te dirais, je vais défavoriser trop de co-founders parce que c'est potentiellement conflictuel. Tu sais, là, intéressant. Un dragon à 5 têtes, là, ça commence à être du monde. Quand il y en a trop? Ouais. OK, c'est bon. Puis quand il est tout seul, ben ça marche pas plus parce que s'il est tout seul puis il est pas entouré, là, ça n'a pas nécessairement besoin d'être des co-founders. Il peut être founder puis bien entouré de gens. Ouais. Mais le problème, quand tu es bien entouré de gens qui n'ont pas de stake in the game, là, tu as un autre bug. Fait que là, tout de suite, on va jaser de comment tu es garde, motivé puis attaché au projet. Fait qu'ultimement, intrinsèquement, toutes les VC, on va chercher des équipes
plus ou moins liés officiellement. C'est des co-founders liés avec des shares dès le départ, puis 33, mettons, parce qu'ils sont 3 ou 40, 35, 40, 30, 30, ou peu importe la formule. Ou 85 pour le founder, puis 5 pour ces 3 key guys, mais qui sont super bien payés. Ouais, genre des founding employés. Mais on a besoin d'une équipe. T'sais, nous, on va chercher c'est qui l'équipe. Dans notre mémo, on parle de l'équipe. C'est qui l'équipe derrière le projet. Okay. Si l'équipe, c'est équipe of one, là, ça, c'est extrêmement risqué. Parce que le mémo, c'est quoi? C'est ce que le mémo d'investissement, c'est notre document interne. Oui, OK. Quand on fait un projet d'investissement, on fait la synthèse de ce projet-là dans ce qu'on appelle un mémo d'investissement. C'est long comment ça, un mémo? Un mémo d'investissement, ça peut être 2 pages dans certains cas de VC. Puis d'autres, c'est 12, 15, 20 pages. Chez nous, c'est dans ces coins-là, entre 12 et 20 pages. Ah, OK. Puis là, tout le monde, faut qu'il ait ça, right? Ouais. Il y a la deal team qui l'écrit. OK. Puis après ça, il y a l'investment team. Ben, chez nous, c'est collégial. Fait que tout le monde est dans le comité d'investissement. Un comité d'investissement, c'est la décision se prend un go, no-go dans un dossier. Ouais. Fait qu'on a vu évoluer le dossier, toute la gang ensemble. Fait que quand on arrive au comité d'investissement, on n'est pas des innocents, on sait c'est quoi le dossier. Mais la synthèse des discussions des 2, 3, 12 dernières semaines est dans un document concilié sur un document de 12, 15 pages. Là-dedans, on présente l'équipe, le projet, le marché, le potentiel du marché, les projections financières, les projections de la création de valeur. Tout ça est concilié dans un document qui fait comme une photo dans le temps de notre décision. Puis après ça, ben on suit notre... Que ce soit go ou no-go, il y a le mémo avant, right? Ouais, il y a un mémo avant, mais il y a une rédaction de mémo qui mène à un go, no-go. Mais la rédaction, il peut y avoir un no-go bien avant la production finale du mémo. Là, on pourrait avoir un no-go à la page 2 du mémo. Là, ouais. Mais tu stores tout ça, cette documentation-là, parce que là, après, historiquement, tu peux aller te benchmarker et faire « fuck, on a manqué ceux-là, puis ceux-là, puis on avait peut-être un billet à l'époque ou des affaires là même. » Ouais, en tout cas, ça, c'est ma philosophie à moi. Là, moi, je pense que bâtir une business, un VC, j'approche le monde du VC comme un entrepreneur. Donc, je suis un builder, fait, je bâtis une business qui va me survivre. Pour bâtir une business qui va me survivre, ça prend des processus, ça prend des façons de faire qui sont à nous, qui sont bien documentées, qui sont bien suivies. Sinon, ça devient juste un team play, là, c'est-à-dire on base tout sur la présence des 3-4 joueurs. Ben là, c'était fragile. Parce que si la chicane pogne les 3-4 joueurs, t'as plus de business. Si t'as 2 des 4 joueurs qui partent, ta moitié de business est parti. Exact. Tu comprends? Fait que pour moi, c'est pas sustainable long terme. Fait que je bâtis mon VC, ma firme VC comme je bâtis une business. Donc, avec des processus bien documentés, mis à l'épreuve, on a une valeur, une de nos 4 valeurs, nous autres, c'est l'excellence. Donc, remettre à chaque fois sur le, comment est-ce qu'il dit ça, j'ai pas la bonne définition, la table, tu penses à quoi? Le métier, là, tu sais, remettre sur son métier 100 fois sur son métier, le travail, là, tu sais, ben, nous autres, chez nous, là, on fait un process, puis à la fin du process, ou l'exécution, donc après chaque comité d'invest, mettons, on va se demander, OK, guys, qu'est-ce qu'on peut améliorer, tu sais? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? On a j'utilise la méthode KISS. Donc, what can we keep? What can we improve? What can we stop doing? What can we start doing? Donc, on se pose ces 4 questions-là à peu près tous les mois sur à peu près tout. C'est un peu gossant parce que le staff, des fois, a le feeling que, voyons, on était jamais content, tu sais. On a fait une maudite job, puis là, t'es encore en train de dire comment on peut l'améliorer, c'est fatigant, tu sais. Ouais. Mais d'un autre côté, c'est la culture de l'excellence. La culture de l'excellence, c'est tout le temps remettre sur le métier 100 fois le travail pour être certain que ta job va être de mieux en mieux. Elle va viser l'excellence sans vraiment jamais l'atteindre, mais elle vise l'excellence, donc on cherche tout le temps à s'améliorer. Fait que c'est cette vision-là que tout builder devrait avoir quand il veut bâtir quelque chose à long terme, tu sais. Ouais, je me rappelle quand on avait des mini-victoires ou grosses victoires dans Snipcart à l'époque, Georges, mon partenaire qui je t'ai un peu parlé, il prenait à peine le temps de l'acknowledger, puis il disait tout le temps genre « Alright, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux? On pourrait-tu doubler ça? » Ou tu sais, il était toujours en mode genre « Hey, on est capable de faire mieux. » Genre, puis il voulait nous tirer par en haut, puis c'était frustrant sur le coup. Mais à long terme, évidemment, c'est ça qui te fait... Ben ouais, c'est ça qui te fait avancer. Fait qu'on fait la même chose chez nous, là, pas étranger à cette culture-là. Puis un VC, c'est une business. C'est une petite business même. Hein. Tu sais, je pense que je l'ai déjà dit, mais je le répète. Là, mais tu sais, quand tu gères un fonds, mettons, de 50 millions, tes revenus, c'est, je dis la règle générale, c'est 2 de 50 millions pendant les 4 premières années. Fait qu'un fonds, un gars qui se promène avec une business de 50 millions, puis dit, je vais investir 3 millions dans ta business, puis là, tu le vois comme un big shot, là. Rappelle-toi qu'il gère une business d'1 million.
Exact. Ils sont 3-4 dans la compagnie, puis ils travaillent comme des fous. Plus t'as des gros retours puis des gros coups de circuit, ben là, plus t'as un pourcentage de ces wins-là qui rentrent La dans formule, ta business. c'est 2,20 qu'ils disent. Ça, c'est 2% de frais de gestion par année, puis 20% de carried interest. Carry, c'est ça. OK, fait que le carried interest, c'est que si ton 50 millions rapporte à tes LP un rendement intéressant, qui est généralement, pas généralement, mais qui doit être plus que le hurdle rate, donc plus qu'un minimum entendu au départ. Généralement, ici au Québec, ça peut être n'importe où entre, mettons, 6 et 8%. Fait qu'ils disent, les gens qui vont te confier 50 millions, mettons qu'on fait ça vite, là, tu me confies 50 millions, puis moi, je te dis, moi, je suis un VC, je prends ton 50 millions, je vais l'investir. Ben là, toi, tu dis, mon 50 millions, je suis investi à la bourse, puis je suis liquide, je ferais du 7 à 10%. Je vais pas mettre 50 millions chez vous, Serge, jamais pendant 10 ans pour faire 7 à 10%. Tu sais, je veux minimum faire 8. C'est minimum, hurdle rate. OK. OK? Je vais faire le taux minimum de rendement. Je vais faire minimum 8, bon Serge. Mais si tu me fais du 20 puis 30, c'est ça que je cherche, ben, je fais un deal avec toi. Si tu me fais du 20-30, je te donne 20% du rendement. OK? Fait que si, mettons, mon 50 millions fait du 35% par année, ça veut dire qu'à tous les 2 ans, il double. OK? Ben, je te donne 20% du rendement. OK. C'est comme, ça peut être payant, maudit, pour moi. Mais là, le 50 millions, faut que je te retourne, mettons, 200 millions sur 10 ans, tu sais, pour remplir ma job. Tu sais, mettons, x4. Là, je viens de faire la mathématique facile. Ben, donc, je vais avoir généré 150 millions sur ton 50. Hein. Si je te retourne 200, j'ai généré 150 millions, puis je vais avoir 20% du 150 millions. Je vais faire 30 millions. Fait que ça devient une belle business dans le sens j'ai fait une bonne paye pendant 10 ans. J'ai été payé correctement pendant 10 ans. Je dis correctement, là, pas de façon éhontée, mais correctement. Puis au bout de 10 ans, j'encaisse 30 millions. Si tu divises ça par 10, j'ai fait 3 millions de plus par année pendant 10 ans pour gérer ton cash. Puis quand ça va super bien, un fonds, puis que c'est ça, le hurdle rate a été dépassé, puis le carried interest est super juicy pour les general partners. Yep. Souvent, le monde, c'est quoi qu'ils font? Ils en cachent une partie pour se dérisquer ou ils réinvestissent tout dans le prochain fonds. Ben, le GP va, généralement, ça, là, je t'ai parlé de la vie d'un fonds, mais tu sais, un fonds, ça s'entrechevauche, là, tu sais, là, c'est-à-dire, ça dure, mettons, 4 ans, la période d'investissement, ton deuxième, bon. Puis dès que tu commences à faire de l'argent ou tu sais que tu as du carry qui s'en vient dans ton premier fonds, ben, tu peux peut-être prendre une partie de ce carry-là, peut-être, mais assurément, puis l'investir dans un autre fonds. Ouais. Donc, tu pars un deuxième fonds, puis tu peux te commettre davantage dans ton deuxième fonds parce que tu sais que tu as du carry dans le premier. Mais dans notre job, quand tu fais du early stage, les carries se touchent rarement dans les débuts. Tu sais, ils vont se toucher. Tu vas commencer à cacher dans la 7e, 8e, 9e année. Tu sais, parce que c'est long avant de cacher pour une start-up. Donc là, ça devient difficile pour nous autres, des joueurs dans notre segment, dans notre stade de maturité d'investissement, de recycler le carry dans un autre fonds. Fait qu'il faut que tu prennes des gens qui... Bon, ça, c'est une mathématique complexe, mais c'est des GP commits un peu moins élevés pour que tout le monde est capable de les assumer pendant 8 ans. Donc, pendant 2 familles de fonds. Fait que, faut que tu tiennes tout compte ça. Mais si tu fais du late stage, le GP commit est plus élevé. Donc, le pourcentage que tu vas te commettre dans ton propre fonds est plus élevé. Mais généralement, le recycling va arriver dans 3-4 ans max, tu sais. Fait que tu vas déjà encaisser de la distribution si tu as fait une bonne job dans la 3e, 4e année. Fait que c'est facile de dire, je peux me commettre dans l'autre fonds encore parce que j'ai déjà encaissé du cash, tu sais. OK, ouais, j'avais pas pensé à ça, de la différence de chevauchement des retours entre des fonds pour du early. On dirait que j'avais juste pas... Ben ça, il y a bien des affaires avec les gens qui connaissent moins, puis c'est correct, c'est chacun son métier, mais les gens qui regardent le VC de l'extérieur, il y a bien des jugements faciles qui s'effondrent facilement quand tu comprends mieux la game puis la donnée. Mais tu sais, des fois, il y a des gens qui me disaient, puis moi le premier, quand j'étais à l'autre bord, je disais, les VC, c'est des vultures capitalistes, c'est des gens qui pensent juste au cash puis tout. Maintenant que je suis un VC, je comprends que c'est la nature de la game. C'est-à-dire, moi, je lève 50 millions là pour conserver l'exemple. Là. Je lève 50 millions avec une promesse que je vais livrer du 20, 25, 30% de rendement. Ben, je peux pas faire ça puis m'arriver de l'autre bord puis donner de l'argent puis aider les gens puis la veuve et l'orphelin. Faut que je mette de l'argent dans des projets dans lesquels je vais faire de l'argent. Puis je sais que, mettons, 2 sur 3 vont mourir puis ils feront pas de job. Ben, dans les 3 fois, c'est plus 20% de rendement que je cherche et 70% de rendement parce qu'il y en a un qui va payer pour les 3. Fait que celui qui va payer pour les 3, faut pas qu'il me donne le rendement que j'ai promis de 20%. Faut qu'il me donne 3 fois 20% parce qu'il y en a 2 autres qui vont perdre. Ouais, je comprends. Ce que je comprends pas, ben en fait, tu utilises des ratios qui
qui sont différents du 1 versus 9 versus 10, là, tu sais, genre, laisse-moi exprimer ça mieux, là. Normalement, ce que j'ai entendu, c'est t'as un de tes investissements sur 10 qui va faire des retours incommensurables. T'en as genre 2 ou 3 là-dedans qui vont peut-être être break-even ou amener un petit retour. Puis les autres, ça va être des losses, là, tu sais, genre, ils retournent rien. Mais toi, t'as comme fait 2 versus 3. Ouais, je t'ai fait ça simple. OK, c'est bon. Je me demandais si c'était un autre ratio de early stage que je catchais pas. Je t'ai fait ça simple, mais c'est un petit peu plus complexe que ce que je t'ai dit, puis un petit peu plus détaillé que ce que tu as dit aussi. Okay. Mais c'est ça la formule, c'est le power law, la loi de puissance, la loi des nombres, la loi du nombre. Mais il reste que cette donnée-là fait que quand tu investis dans une start-up à titre de VC, ce que tu cherches, c'est même pas 20 puis 30 de rendement. Même si c'est très bon, c'est des coups de circuit parce qu'il y en a un ou deux qui vont payer pour un méchant paquet qui réussiront pas. Mais à chaque fois que je fais un deal, je suis pas en train de dire, toi, ça va être celui qui réussira pas dans mon lot. Voyons, non, t'es en train de dire. Tata, là, fait qu'à chaque fois, y a-t-il une chance que tu fasses un coup de circuit? Fait que si tu viens me voir, tu te dis, moi, je suis prêt à vendre à 60 millions, ça m'intéresse pas parce que 60 millions, j'ai un fonds de 80 millions, mettons, là, il va falloir que j'ai 100% de ta business pour même pas payer 60 du 80 que j'ai. Fait que puis je vais avoir peut-être 10% de business, je vais avoir 6 millions sur 80 millions à rembourser. C'est pas intéressant pour moi, tu sais. Fait que faut que je vois des projets dans lesquels tu veux monter ça à 300-400, puis une chance de monter ça à 300-400, dans lequel je vais avoir 10-12% d'équité. 12% d'équité d'une business de 400, ça me fait 48 millions de distribution à recevoir. Puis si dans un fonds de 80, j'ai à peine dépassé la moitié du cash que je dois retourner. Ça m'en prend, mettons, un fonds de 80, puis je vais retourner 200. Ça va m'en prendre 5 wins à 50 millions pour faire le rendement que j'ai promis. 5 wins, si je fais 12 compagnies dans mon portefeuille, tu te rends compte que ce que j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. J'en ferai pas 5 sur 12. Ça n'arrivera pas. Fait qu'il y a du wishful thinking là-dedans qui est pas toujours facile. La mathématique est pas toujours bien comprise, même par les joueurs VC, parce que je regarde des VC collègues à moi, des fois, qui font des deals, tu te dis, voyons, comment ils vont faire de l'argent? Ils rentrent à une valorisation pre-money de, je sais pas moi, 35 millions, puis ils sont en seed round, puis ils vont avoir 4% de la baraque en seed. Là, tu sais bien qu'avant qu'il soit sorti, parce que ce modèle-là va nécessiter, mettons, 2 autres rondes, il ne sera pas capable de suivre parce qu'il est trop petit comme fonds. Tu sais, un fonds, mettons, 50 millions, il ne pourra pas mettre 10 millions là-dedans. Là. Dans les 2 autres rondes, il va se faire diluer. Fait qu'il part avec 4% d'équité. Il va se faire diluer dans les 2 autres rondes, puis il va finir peut-être à, mettons, je suis gentil, à 3% d'équité. Puis pour qu'il puisse rembourser son fonds, il faudrait qu'il y ait une sortie à 500 millions, dans lequel il y a 3% d'équité, pour qu'il fasse 15 millions de rendement d'un fonds de 50. C'est quoi mathématique? Pourquoi il investit là? T'sais? Il y a beaucoup de gens dans notre industrie, des fois, qui veulent juste être dans le success story sans avoir fait de mathématiques financières. Moi, je veux être dans ce deal-là parce qu'il va passer à la caisse un jour, puis il passe à la caisse, il a vendu 200 millions. C'est un success story, mais lui, le fonds, il a fait 8 millions. Ouais, c'est comme pour le fond, ça devient un succès en surface, pas comme un succès à la business. C'est un succès narratif, mais c'est pas un succès financier. Which, ça peut peut-être aider le fond un peu, d'avoir des succès narratifs. Mais quand tu vas faire ton prochain fundraise, le narratif, il va compter, mais tu vois que les finances aussi vont compter. Puis là, ils vont dire, combien de rendement t'as fait? Parce que, ultimement, it ends up like that, puis je comprends pourquoi aussi, si toi, tu as 50 millions, tu ne veux pas le mettre dans une patente qui va te donner 2%. Hein? C'est tellement un weird asset class, là. Je pense, je serais curieux de voir à quel point, là, au Québec, il y a une grosse partie des LPs, des VC, qui ça va être de l'argent public. Fait que ça, il y a quand même des motivations puis des missions. Heureusement, parce qu'on n'aurait pas de VC au Québec. Il n'y aurait pas de start-up financé au Québec. Je sais. Mais pour les LPs qui sont des compagnies privées ou des individus privés, je serais curieux de voir c'est quoi le split de leur motivation qui est pécunier, genre, je veux faire du cash, versus idéaliste, genre, je veux réinvestir dans l'écosystème, je veux que la roue de capital tourne, de risque, d'innovation. Il n'y a pas assez de riches, en soi, au Québec, pour avoir ce talk-là. C'est-à-dire que, il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent, là, mais je vais te donner les chiffres, là, beaucoup de gens qui ont passé à la caisse au Québec, qui ont entre 10 et 20 millions, mettons, tu sais. 10-20 millions au Québec, tu vis bien en tabarouette, là, tu sais. T'as une belle vie, puis t'es riche, tu sais, pour la société. Mais quand t'as 10 millions, tu mettras pas 1 million en capital de risque très risqué, là. Tu vas pas mettre 10% de ton cash dans une classe d'actifs. Certains. Certains, oui, mais
La plupart, non. La plupart, ça, c'est... La plupart, non. La plupart vont mettre 250 000 peut-être dans cette classe d'actifs-là, puis ça va être pas mal ça, tu sais. Fait que ça en fait pas tant que ça de capitaux disponibles pour cette classe d'actifs-là s'il y avait que du financement privé. Oui, je comprends. Tu comprends? Alors, c'est pour ça heureusement qu'on a du financement institutionnel qui vient backer le côté, mettons, social-économique de la chose. Tu sais. On veut faire du rendement, mais on veut aussi créer l'économie. On veut créer quelque part de la richesse, tu sais. Ouais. La richesse, pour moi, c'est des riches et de la richesse économique. C'est-à-dire, plus il y a de riches, ben, plus il y a des riches qui vont investir puis prendre des risques, hein, puis des vrais riches, là, donc des gens qui ont plusieurs dizaines, voire des centaines, vont se mettre à investir dans des classes d'actifs plus risquées, vont prendre des risques sur la tête de quelqu'un en disant, j'aime bien ton affaire, je vais mettre 500 000 là-dedans. Ben, tu sais, mettre 500 000 là-dedans, ça veut dire, je suis prêt à le perdre, ça veut dire, j'en ai pas mal, tu sais. Exact. Mais moi, je suis capable, aujourd'hui, demain matin, moi, personnellement, de faire des bêtes, mettons, de 150 000, des gars, pas bien grave, je fais ça, ou 200 000, c'est pas bien grave, mais 2 millions, ça commence à me déranger en esti. Je comprends. Tu comprends? Ouais. Fait que je suis riche, mais pas tant que ça, tu sais. Puis des riches, pas tant que ça, il y en a pas tant que ça au Québec. Puis quand ils sont bien riches au Québec, comme on est relativement jeune, je peux te le dire, parce que j'ai fait le tour, 9 fois sur 10, ils veulent mettre leur argent dans des classes d'actifs. Plus safe. Bien safe. De l'immobilier, puis du stock market géré par un gestionnaire de patrimoine professionnel. Ouais. Ils en mettent pas dans cette classe d'actifs-là, ou très peu de leur patrimoine. Ils valent 150 millions, j'ai de la misère à leur arracher 500 000. Fait qu'il n'y a pas tant que ça. Fait que c'est un peu frustrant, puis heureusement qu'il y a du capital institutionnel. Mais on chiale souvent, globalement, sur les institutionnels, puis patati patata. Oui. S'ils n'étaient pas là, un, on ne pourrait pas chialer, il n'aurait pas. Ouais. Puis deux, ben, c'était un peu normal qu'il y ait des prérogatives social-économiques là-dedans. Tu sais, ils mettent l'argent de la population du Québécois. Ben, quelque part, il faut que ça paye pour le Québec au complet aussi dans leur discours. Sinon, il serait pas plus tata qu'un autre, puis ils prendraient tout le cash, puis ils le mettraient en Israël, à Silicon Valley, puis dans tous les marchés effervescents où les valorisations pop, puis que les IPO, il y en a par centaines, tu sais. Tu sais, si la Silicon Valley puis la Californie était un État, ça serait le 4e État le plus riche au monde. Tu sais. Ouais, tu On est tout m'avais le temps en dit train de ça, comparer à c'est le ça. premier, je Moi, ça me gosse tellement, là, tu sais. Ouais. Non, j'ai écrit là-dessus récemment, puis ouais, je pense qu'en m'éduquant, j'ai nuancé justement mes propos par rapport à l'apport public dans le capital de risque, dans l'innovation. Je pense que c'est un cas un peu de on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Puis ça vient pas juste avec du positif, genre, mais force est de reconnaître que si on n'avait pas ce support-là, notre écosystème, nos startups, nos founders qu'on aime tant, puis tout, seraient très amoindris ou presque non existants. Puis hopefully, ça va créer la roue avec les nouveaux riches, plus ballsy ou avec plus de tolérance au risque. Riches, puis... Mais c'est générationnel. Étienne Myrneau, justement, il l'expliquait sur le pod, il me disait, tu sais, man, c'est pas une mouvance qui se fait genre au prochain exit, là, genre, tu sais. Puis, ouais, en tout cas. Non, ça va se faire sur quelques décennies, puis une volonté ou une maturité qui va se développer avec le temps aussi. Tu sais, plus ça va aller, plus les gens, je parle les riches et les investisseurs et l'institutionnel, va se développer une masse critique qui va basculer la patente. Tu sais, comme la loi du flocon de neige. Tu sais, un flocon de neige sur une branche, ça change rien. 10 flocons de neige, ça change rien. Le poids de 10 flocons sur une branche d'arbre, c'est insignifiant. Mais si tu regardes la branche d'arbre puis la neige qui tombe pendant quelques heures, ben les flocons qui s'accumulent sur la branche, puis qui s'accumulent, puis qui s'accumulent, puis qui s'accumulent, à un moment donné, peut faire craquer ou basculer la branche. Tu sais. Puis c'est comme ça qu'on a eu la crise du verglas. C'est comme ça qu'on a eu la crise. Ben exactement. On peut pas penser qu'une gouttelette d'eau pourrait créer la crise du verglas, mais quand il y a une accumulation, à un moment donné, ça bascule. C'est très poétique et photographe comme analogie, ce que tu m'as sorti, man. Ouais, ben c'est cool, mais c'est ça pareil. C'est ça qui est difficile, c'est qu'on est impatient, on veut tout vite, surtout dans l'ère de l'instant gratification. Ouais. On veut tout rapidement devenir riche. Les institutionnels, comme les investisseurs privés, comme la population, comme les entrepreneurs, ils pensent qu'ils vont passer à la caisse en 5 ans. Ça m'a pris 17 ans caché. Puis la plupart des entrepreneurs que je connais, autres que ceux qui ont fait des quick flips, là, c'est toutes des histoires de 15-20 ans. Tu sais, c'est pas du temps à bâtir une vraie business qui a de la vraie valeur. Tu sais. 100%. Mais tu sais, tu peux acheter une maison délabrée, la peinturer, la mettre belle, flipper, faire 100 000, mais tu t'en fous si demain matin, elle tient pas le coup parce que tu l'as déjà vendu et t'es reparti. Tu sais. Ben, cette vision-là existe en entrepreneuriat. Des gens qui bâtissent des affaires vite. Ils vendent à quelqu'un d'autre qui pense faire un bon coup, il empoche, puis ciao, après ça, il se passera bien ce qu'il veut. Moi, j'encaisse. Ouais. C'est pas ma classe préférée d'entrepreneur. Non, mais je veux pas manquer de respect, je veux juste dire que c'est pas une préférence personnelle. C'est ça. C'est pas non plus ma préférence personnelle, mais je sais reconnaître que c'est aussi
en existence dans notre business. 100%. Puis c'est une autre façon de faire puis de créer de la richesse, tu sais, qui est discutable peut-être sur certains égards, mais ça crée de la richesse quand même. All right, folks. Un petit shout-out à Finalta Capital, partenaire certifié SaSpace. Tes crédits d'impôt, c'est du beau cash, mais attendre le remboursement pendant des mois, ça te ralentit big time. Finalta, c'est du financement non dilutif qui te permet de transformer tes crédits d'impôt en liquidité tout de suite, avec des décaissements qui peuvent arriver avant même que tes dépenses soient faites. C'est particulièrement pertinent si tu as au-dessus ou environ 250 000 en crédit annuel puis que tu veux prolonger ton renoué sans te diluer ou juste soutenir ta croissance. Plusieurs SaaS du Québec font déjà affaire avec Finalta. Check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. OK? De retour au pod. Une des affaires que tu as dit qui était intéressante, c'était genre... il y en a plein, là, juste pour te rassurer. J'en sais, 100 000. Tu as dit que c'était vraiment important de faire des paris qui pourraient avoir un retour extraordinaire, justement, puis que chaque oui puisse être la licorne ou le gros retour. Fait que ça veut dire qu'il faut que tu fasses vraiment beaucoup, beaucoup de non. Ben oui. Moi, je dis qu'on est des spécialistes à dire non. Là, on voit facilement 500 dossiers par année. Puis on va dire oui à les moins bonnes années à 6 dossiers, puis les bonnes années à 12. Fait qu'on va dire oui, mettons, en moyenne à 8, 10 dossiers par année. Sur 5... Attends, t'as dit combien, là? 500. 500? Ouais. OK. On va dire oui 10 fois. OK. Parce qu'on va faire 10 chèques à peu près par année. OK. Fait que ça, c'est 2%, c'est ça? Ah, ouais. C'est que je suis fort, hein? C'est la première fois que je fais un calcul, même, que j'ai réussi. Puis OK, fait parce qu'une autre affaire que je trouve intéressante, c'est que tu disais, tu sais, des fois, on commence à rédiger un mémo pour essayer de voir si c'est une bonne opportunité ou pas avant de présenter ça au comité d'investissement. Ouais. Puis là, 2-3 pages into le mémo, t'es comme, genre, ça marchera pas. Comment tu dis un non? Puis y a-t-il une règle de pouce ou un test de... Laisse-moi reformuler la question. Qu'est-ce qui fait qu'un non devient clair tôt dans le processus? Ben, ça aussi, ça va varier d'un VC à l'autre, OK? Mais pour toi, ouais. Ben, parce que chacun a sa façon de voir les choses, chacun a sa façon de faire, puis il y en a qui sont très, très gentils, sont pas capables vraiment de dire non, fait qu'ils vont te repousser dans le temps, vont dire, c'est trop early, viens me revoir dans 6 mois. Puis 9 fois sur 10, ils ont raison aussi. T'as juste pas encore souffert ou t'as pas encore mangé assez de croûte, ou tu sais. Fait que c'est de la façon correcte, je pense, puis on le fait chez nous aussi, là. Je suis pas plus mat que les autres, là, tu sais. Mais j'essaie, puis on essaie de dire la vérité. Fait que, tu sais, si on y croit pas au projet, ben, ça se dit, tu sais, on y croit pas. Ouais, mais moi, j'y crois, puis ça va marcher, puis vous, comment ça, vous y croyez pas? Ben, parce qu'on y croit pas, tu sais. On croit pas, nous autres, que t'as tout ce qu'il faut, mais on va te regarder quand même, tu sais, on a peut-être tort, fait qu'on va rester sur le side, sur l'accotement pendant un bout de temps, 6, 7, 8 mois, puis on va checker. Ouais, mais ça va coûter pas mal plus cher dans 8 mois. Oui, mais ça va te dérisquer un peu. Fait que c'est normal, ça coûte un peu plus cher, puis on est prêt à payer plus cher dans 8 mois, 1 an, que tout de suite, tu sais. Fait que, mais on dit non souvent, tabarouette, tu sais. Est-ce que c'est naïf comme question, mais que toi, personnellement, tu dis non souvent? Ben oui. Puis, t'as-tu l'impression que... Parce que les founders qui ont peut-être... C'est trop fatigant à l'interne, là, mais je suis pas toujours facile à convaincre, tu sais. Ouais. Mais c'est correct, t'es le custodian du capital de TLP, puis nanana. Les 4 GP, on a chacun nos personnalités. Fait que parmi nous, il y en a qui disent oui plus facilement. Ouais. D'autres disent oui à tel type de dossier, mais non dans tous les autres cas. Tu sais, fait que, ben c'est parfait, c'est ça que ça prend. Ça prend un cerveau multidimensionnel pour prendre une meilleure décision. Sinon, on fait du group thinking. Là, on pense tout pareil, puis on dit oui à tous les dossiers qui nous ressemblent à tous les 4. Moi, je préfère avoir 4 tailles complètement différentes. Fait que chacun des dossiers est challengé. Bon, je chicane un peu, puis c'est correct. Je chicane à l'interne, je chicane des arguments de position, mais c'est parfait, c'est juste plus riche, tu sais. Mm-hmm. Mais définitivement, c'est pas simple, tu sais. Puis quand je dis, des fois, on chicane à l'interne, c'est moi, j'y crois pas, là, mais l'équipe qui a monté le dossier, elle y croit quand elle vient pour te le présenter, là. Tu sais, mettons qu'il y a 4 gates à passer. La gate 1, c'est plus une gate de socialisation qu'on appelle à l'interne, où on socialise le deal. Mais quand tu arrives à la gate 2 ou 3, à la 3e gate, là, l'équipe qui fait le dossier, elle commence à y croire en maudit. Puis là, elle vient me voir, on est tout le temps en comité. Puis là, en comité, je pose des questions fatigantes, ou quelqu'un d'autre pose pour challenger la patente, puis parce qu'il n'aime pas le deal. Mais c'est fatigant, parce que toi, tu dis, moi, j'y crois le deal. Puis là, c'est mon partner qui y croit pas. Moi, on dit, c'est gossant. Fait que, tu sais, il y a toute cette petite tension à l'interne qui est pas toujours facile à vivre, là, by the way, là.
Puis surtout quand tu es le chef du bateau, ben c'est sûr que si moi je dis non, ça fait chier tout le monde parce que les autres, ils y croient. Puis là, Ils ont c'est travaillé, ils ont travaillé. puis- Puis c'est Beauchemin, l'empêcheur d'avancer, qui met des bâtons dans les roues, puis qui comprend rien. Puis, fait que il y a des tensions en interne qui sont pas toujours sympathiques à vivre, mais qui sont nécessaires dans la business. Il faut être capable de passer à travers, puis on le fait. Tu sais. Beauchemin, l'empêcheur, ça m'a vraiment fait rire. Je sais pas pourquoi, l'assonance ou whatever, mais tu sais, on disait que les entrepreneurs plutôt ont des chips sur l'épaule, puis des fois des personnalités fortes, puis tout ça. Moi, ce que j'ai entendu de plusieurs founders, c'est, écoute, la majorité des VC, man, ils vont jamais te dire les vraies affaires ou peu de fois parce que eux, leur incentive, leur avantage, c'est que t'es trop fin, que t'es trop beau, que t'es trop smart, puis qu'ils gardent la porte ouverte pour rentrer dans une autre round ou une autre business ou que leur réputation soit... T'as-tu ça dans le back of your mind quand tu dis des noms, quand tu fais des refus, quand... Ben, oui. Oui, Jean-Gab dit ça. Oui, dans le sens qu'il n'y a pas personne qui veut fermer des portes pour l'avenir. Tu sais. Fait que c'est sûr que si on disait, you know what, Frank, you suck. Ton projet est bon, mais tout est pourri. Tu sais, c'est un peu niaiseux parce que c'est une vision très arrêtée de la réalité. Là. Tout est en dynamique, tu peux changer, t'as peut-être pas dans le bon mot, tu vis peut-être des struggles personnels qui ont influencé ta présentation. Tu sais, bref, il y a plein de facteurs. Qui suis-je pour dire « you suck and don't come back to me ». Tu sais, c'est sûr que si t'es il y a des founders que j'ai même pas rappelés, puis je leur ai pas dit, parce qu'ils n'ont pas besoin de savoir que moi, j'investirais pas dans ce genre de gars-là, tu sais, pour toutes sortes de raisons personnelles, mais quand t'en mets trop, puis t'es arrogant, puis t'es condescendant, puis c'est quelque part quasiment méprisant, moi, je veux rien savoir, parce que je veux pas être partner avec toi. Tu es mon partner, tu sais, là. Oui, littéralement. Tu me fais chier jour 1, pas envie de travailler avec toi. Mais là, ça n'a même plus rapport avec la business, c'est une question de fit. Mais c'est ça aussi, la vie, tu sais. Mais je suis curieux, parce que là, ça touche certaines cordes. Bien répondu à ta question, mais ce qu'on continue. Tu veux-tu y aller? Non, mais je voulais juste dire, nuancer mon oui, c'est-à-dire que on va toujours garder la porte ouverte, puis c'est normal de faire ça. Tu sais, dire, écoute, ton projet, il m'intéresse pas. Puis je vais pas nécessairement te dire aujourd'hui pourquoi, à moins que tu me le demandes. Puis moi, je préconise la franchise. Fait que si tu me le demandes, je vais te le dire pourquoi. Je vais dire, ben moi, je pense que le marché est pas ce que tu penses, ou je pense que t'as pas encore tout ce qu'il faut pour développer ce marché-là, ou je suis pas sûr de ta techno, ou j'ai besoin, je t'aime bien, mais je suis pas sûr encore. Mais là, pas sûr encore, c'est une bonne raison de dire non, puis attendre. Tu comprends? Je vais attendre. La réponse à ça, c'est, si je réussis, Serge, c'est sûr que ça va te coûter plus cher. Puis je vais l'assumer. Elle dit, ben, je le sais. C'est un risque que je prends. Le risque, c'est je vais attendre, puis by the way, si tu fais ta job, je risque de payer plus cher. Mais j'ai aussi l'autre risque, et si tu ne fais pas, puis tu fais ce que je pense, tu vas venir me voir dans 6 mois avec des conditions peut-être plus négociables, parce qu'aujourd'hui, tu me demandes un prix que je suis pas prêt à payer. Tu sais, tu me demandes 12 millions pour ton idée, puis moi, je pense que 5-6 millions serait mieux. Ben, on est loin de la coupe aux lèvres. Là. Puis je te dis 5-6 millions, tu vas dire, mange la menthe. Coupe aux lèvres, ça veut dire quoi? Coupe aux lèvres, c'est d'avoir levé la coupe puis de la rapprocher aux lèvres pour prendre ta gorgée dedans. Mais l'expression veut dire done deal? Non, on est loin de la coupe aux lèvres, on est loin d'un done deal. C'est ça. Ouais. Exact, c'est bon. Okay. Je pense que tu me demandais, c'était quoi l'image coupe aux lèvres? Non, l'image, merci. Ça comprenait bien. Merci de me l'avoir imagé. Par exemple, j'adore ça. Le photographe en moi avait besoin de te mettre une image claire. Mais non, c'est juste, ça fait 2 fois que tu dis l'expression, puis j'étais comme, d'après moi, ça veut dire cheers ou comme... on est loin de la coupe aux lèvres, ça veut dire qu'on est loin d'un deal. On est loin de célébrer la transaction. Tu disais que c'est important que... Generation gap here. Ouais, mais c'est correct, man. Ça m'éduque sur l'expression. Tu disais que c'est important que les founders fassent bien leur job, etc. Une des grosses parties de leur job, c'est pas juste d'idéaliser, d'embaucher, de développer, c'est commercialiser, right? Ouais. Go to market, c'est comme un buzzword à plein de niveaux. T'as-tu un feeling sur early on, parce que toi, t'es pre-seed puis seed, c'est quoi une bonne allocation du capital qui a été levé entre développement R&D versus peut-être commercialisation GTM ou comme, en termes de ratio? Ça, c'est, je pense, trop dépendant. La plus grande misunderstanding des founders, c'est de croire que la priorité, puis je vais recommencer. Être un founder, c'est pratiquement être un équilibriste. Okay? C'est de faire
communiquer les vases, là, les vases communicants, de mettre assez d'eau à bonne place. Ça veut dire quoi, les vases? Non, ça... Je vais t'expliquer. Les vases communicants, c'est les vases avec de l'eau dedans puis des tuyaux entre les... mais c'est une job d'équilibriste, un founder, tu sais, c'est de dire où c'est je mets mes priorités en fonction de ma chimie, là, tu sais, pour que ça marche, cette affaire-là, tu sais. Mais il y a beaucoup trop de founders qui pensent que, ou qui pensaient, ça va peut-être changer, mais que la priorité, c'est ma solution, tu sais. Ouais. Ma solution, ma patente, parce que je pense que if I build it, they will come easily, tu sais. Alors que moi, je pense l'inverse. Tu sais, moi, Frank, j'ai bâti ma business avec complètement l'inverse parce que j'avais pas le choix. J'avais pas de maudite scène. Puis on finançait nos achats avec des cartes de crédit. Je l'ai déjà raconté. Fait que nous autres, on vendait d'abord puis on achetait après. Mais je suis convaincu que ça reste la meilleure solution. C'est-à-dire que tu devrais être 100% focus client. Tu sais. Si tu lis le Lean Startup là, avec le concept du MVP, dans son livre, il l'écrit je sais pas combien de fois. Ta job, c'est d'être proche du client, potentiel. Il vend une solution puis de l'avoir lui dans le développement de la solution. Impliqué pour y vendre une solution collée à sa réalité. Puis quand tu as réussi à faire ça, va en chercher d'autres. Tu sais. Alors, cette idée d'être très, très proche du marché, très, très proche du client, beaucoup de founders la sous-estiment. Le client fait pas partie de l'équipe de développement. C'est eux autres qui sont des brillants, qui ont trouvé des choses que personne n'a compris. Mais tu sais, tout ça, pour moi, c'est des red lights quasiment. Tu sais. Faudrait que tu sois bien proche de ton client. Alors, la réponse à la question... Qu'est-ce qu'il devrait plus faire? Définitivement, il devrait être bien plus en go-to-market, là, pour prendre l'acronyme très populaire, là, mais il devrait être en développement des affaires le jour 1, à régler les problèmes pour des clients le jour 1, à parler avec des clients le jour 1, à développer le concept avec un client proche, un client qui paye ou un client qui veut payer ou un client qui dit « je paierai pas pendant 3 ans, mais dans 3 ans, on va te donner 150 000 $ par année pour ton affaire. » Mais tu sais, être proche de quelqu'un qui va te donner de l'argent pour ce que tu développes, puis de l'avoir dans ton développement, dans ton système, dans ta tête, dans comment je vais faire pour en trouver d'autres, avoir ça, développer ça dans ta pensée stratégique dès le début de ta business, c'est un skill set qui manque beaucoup à beaucoup de founders. Ils viennent avec beaucoup de connaissances du software, beaucoup de connaissances, ou plus ou moins dans certains cas, du marché dans lequel ils s'adressent, mais ils ont pratiquement pas de clients, ou pas parler à des clients, ils savent pas comment ils vont leverager leur customer acquisition, ils savent pas combien ça va leur coûter, ils savent pas combien de temps ça va prendre, ils ont pas fait de mathématiques. Pourtant, ils sont brillants en modélisation structurelle informatique. Ils ont pas pensé 5 minutes faire une modélisation d'acquisition de clientèle puis l'impact du délai, mettons, d'une vente sur leur fonds de roulement. Tu sais, ça me prend 6 mois closer les ventes. Mon frère, tu payes ton monde pendant 6 mois. Donc, ta vente, elle te coûte 6 mois de salaire. Bon, si ton rep, il te coûte 200 000, ben, faire une vente, c'est 100 000, tu sais. Ouais, mais il peut en gérer 5. Bon, OK, c'est 20 000 chaque. Ah, ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Il me semble que c'est assez facile. C'est une règle de 3, là. T'aurais dû faire un minimum de pensée. Écoute, tu serais étonné, le nombre d'entrepreneurs qui ont rien fait. Rien fait. Ils n'ont pas pensé à ça. Puis, OK, fait un des conseils, I guess, c'est systématiser ta commercialisation, ou du moins la prioriser, early on. Ouais. Puis je pense que la majorité des founders qui sont charismatiques, ambitieux, qui ont du grit, peu importe, vont être capables de brute forcer la commercialisation au début. Tu sais, ils vont faire tomber des murs, ouvrir des portes, séduire, convaincre, puis faire des deals, genre. Puis c'est super cool, puis ils devraient, puis tout. Mais early on, un des gros problèmes que moi je vois, mettons, de mon bord dans la communauté ou ailleurs, c'est ils n'ont pas de système, tu sais, c'est juste founder-led, puis là, ils sont loin de l'espèce d'ingénierie de revenue operations sophistiquée que le monde comme Vasco puis Boreal preach tout le temps, puis tout ça. Fait que toi, t'essayes-tu de mettre une pression ou une éducation pour qu'il y ait de l'embauche puis du système de GTM qui se build early dans tes startups? Ouais, ben là, c'est là-dessus que je veux travailler. Là, tu sais, il y a différentes approches à cette solution-là. Moi, je pense que je veux donner à mes portefeuilles, à mes entreprises en portefeuille, accès à des brains pour les éveiller. Donc, à des consultants, GTM, des stratèges. J'en ai parlé même off le record tantôt. Des gens qui peuvent venir leur éveiller les neurones puis la conscience d'importance d'eux. Mais je peux certainement pas m'imposer comme la matière. Parce que ça, c'est un peu tricky. Pense-y 2 secondes, je suis un VC, j'ai investi de l'argent chez vous, puis je te dis, je vais t'aider avec ton GTM. Parce que chez nous, j'ai 2 experts GTM que je mets à disposition. Mettons. Il y en a plein qui font ça en passant. Ouais, mais c'est dangereux. Check bien ça. Parce que regarde bien ce qui se passe. Mes 2 experts GTM te donnent un coup de main dans ta stratégie de commercialisation. J'ai mis 1 million chez vous. Puis tu suis les conseils de mes 2 experts que j'ai mis, puis que je paye, puis que je te dis, suis-les, c'est des bright. Puis dans 1 an et demi d'ici, ça marche pas tes affaires. Qu'est-ce que tu vas dire? J'ai besoin d'un bridge.
je peux mourir. Ça n'a pas marché, mes affaires. Puis, by the way, j'ai écouté tes gars. C'est de ta faute un peu. Fait que t'es mal placé pour pas me soutenir, mon Serge, tu sais. Puis là, Serge, je vais un peu fourrer parce que là, c'est mes gars que j'ai payés pour t'aider, puis finalement, ça marche pas. Là, on crée un conflit, là, un conflit potentiel intéressant, je dirais, en date d'aujourd'hui. Moins intéressant quand tu vas le vivre. Je coupe la corde, je remets pas de cash, puis c'est un peu de ma faute. Fait que ça risque d'être extrêmement dangereux comme situation. Fait que moi, je préférerais dire, je vais te mettre des experts à ta disposition. Je les paye pas. C'est des experts que je vête, parce que je sais que c'est des bons gars, mais après ça, arrange-toi avec eux autres, tu sais. Puis si t'es suis pas, ou tu fais une job ou pas une job, c'est pas mon problème, c'est pas ma job, je t'ai fait rencontrer des experts, t'en as choisi là-dedans, puis tu fais une job avec eux autres, puis livre ta marchandise ou pas. Dans 18 mois, on verra, comme n'importe quel entrepreneur où t'es rendu, puis est-ce que je réinvestis ou pas. Mais j'ai pas de responsabilité dans tes succès ou tes insuccès, tu sais. Fait que c'est un petit peu tricky de commencer à investir puis à venir faire ta job. 100%. Tu comprends? D'un bord, puis de l'autre bord, j'ai un autre petit bémol à dire là-dedans, mais ça fait quand même drôle de dire, je vais investir de l'argent dans une start-up pour aller faire ta job. Non, je comprends. Quelque part, c'est ta job. Tu es supposé être capable de développer un marché. Surtout que moi, je vais investir dans 40 compagnies. Si je commence à prétendre être capable de faire la job dans 40 compagnies en même temps, j'ai un méchant ego, là, tu sais, un méchant ego, là, tu sais, je peux pas faire la job partout dans 40 compagnies, là. Ben, c'est que ça devient quasiment, mettons, si tu essayais de faire quelque chose dans le genre, ça devient plus un studio, venture studio. Exact. Je sais pas comment les venture studios, ils en font pas 40, là. Et aussi. Les venture studios, ils en font 2, 3 l'année, puis ils vont se consacrer comme faut à faire cette job-là. Fait que, il y a quelque chose à mon avis, qui était cohérent dans l'approche du VC qui dit, je vais aller régler tes problèmes de GT, là, de GTM. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de cohérent en disant, je vais contribuer à t'aider en te mettant des ressources en place, puis il y en a qui le font bien, puis qui prétendent bien le faire aussi, puis qui vont bien le faire aussi. Il y a des ajustements là-dedans qui vont se produire. Mais chez nous, ça va être plutôt ce type d'approche-là qu'on va vouloir. On va mettre en place une structure de ressources pour t'aider à réfléchir puis à faire ta job, mais fais ta job. Ta job, c'est à toi de développer un business, pas à moi de développer ta business, pas à moi d'aller faire des ventes à ta place. Tu sais. Je vais bien t'accompagner, faire un lead ou deux, je peux t'ouvrir des portes, mais c'est pas moi qui va faire le pitch de vente chez le client. Tu sais. Non, ça fait 100% de sens. J'ai pas envie non plus j'ai envie de parler des business dans ton book. Ouais. Je veux pas non plus que ce soit un genre d'explosion de self-promotion, là. J'en ai sorti une coupe, Price Point, Frontline IQ, DPix, t'en as parlé, Gridbank, Jetty. Y a-tu un thread commun à travers ces business-là? Qu'est-ce que tu cherches, genre, chez AQC? Des wise ass. Des wise ass, fair enough. Ce que je cherche, c'est en fait, des petits Chris pour prendre l'appellation populaire ce matin, là, mais on cherche des entrepreneurs en qui on a confiance, qui ont une bonne tête, qui ont un bon plan, puis qu'on croit au plan, ou du moins au potentiel du plan. On cherche évidemment un potentiel de marché de fou. Là, on cherche des marchés mondiaux, là, des marchés dans lesquels tu as une chance de jouer une game ou une part importante dans ce marché mondial-là. Toute la gang que tu viens de nommer, c'est tout du monde qui ont ce genre de grit-là, ce potentiel-là et tout. Puis, je te dirais, une connexion intuitive. Tu sais, il y a quelque chose qui est sous-estimé encore dans le VC, c'est que puis je trouve que l'analogie est bonne. On est à l'ère de l'intelligence artificielle, mais on est tous capables de comprendre que si tu développes un modèle basé sur 10 documents Word, puis tu dis ce modèle-là est capable d'écrire avec ma base de données 10 documents Word, je vais dire, ça risque d'être à chier ce que ça va sortir, parce que c'est juste 10 documents. Tu sais. Si tu as 10 milliards de documents Word en français, il y a de bonnes chances qu'un modèle mathématique statistique est capable de prédire les prochaines lettres, les prochains mots, puis me sortir des phrases cohérentes. On est tous d'accord que le dataset ajoute de la précision dans l'output. Tu me suis? Ma business en VC, c'est du jugement. C'est-à-dire, je vois un entrepreneur, puis je suis obligé de faire un output. Si tu es une bonne ou une mauvaise personne, ou un bon projet, ou un mauvais projet. Ben, si mon dataset, j'ai 26 ans, puis j'en ai vu pendant 4 ans des entrepreneurs, mon dataset est limité. Mon jugement est moins profond. Je dis pas qu'il est mauvais, il est moins profond, il y a moins de chances statistiquement d'avoir un bon jugement. Par contre, si mon dataset est 25, 30, 40 ans, d'entrepreneurs que j'ai jasé et financé dans toutes sortes de sphères, j'ai un dataset très profond, je risque d'avoir un jugement plus précis, plus accurate, qu'on va appeler, nous, de l'intuition. Tu sais, parce que le jugement d'une personne, c'est dur d'être rationnel puis de sortir un checklist de 30 patentes, de dire il score tant, tu sais. Mais tu es capable, tout comme moi, de jaser avec quelqu'un que tu connais pas, puis en une demi-heure, 3 quarts d'heure, de dire j'ai un bon feeling ou pas un bon feeling. Puis c'est dur des fois, tu vas avoir consciemment 3-4 éléments, mais l'ensemble de son œuvre, là, ton cerveau, ton intelligence réelle et humaine, là, qui est la même affaire, il y a un dataset, t'envoies des feelings,
Donc, tu envoies des émotions, des conclusions tirées de ton analyse et de ton jugement passé. Fait que tout ça, là, ça joue dans le jeu d'un VC. Fait qu'il y a un VC qui va choisir un entrepreneur plutôt qu'un autre à cause de son dataset à lui. Il va dire, ça, c'est le genre que j'aime. Puis l'autre VC d'à côté va dire, ah, moi, j'aime moins ceux-là, j'aime ceux-là. Ils n'ont pas le même dataset, ils n'ont pas la même expérience, ils viennent pas du même monde. Puis ça, ben, ça fait partie de la game. C'est une game de jugement, tu sais. Mm-hmm. Alors, ça rentre dans l'équation aussi. Il faut pas l'oublier, ça. C'est super bien dit. Puis, Raph Steinman de Maxa AI, il a expliqué le système 1 versus système 2, genre l'intuition versus la réflexion plus consciente, puis post. Puis, en tout cas, si le monde veut aller voir cet épisode-là, là, c'était un solide épisode. J'aime bien ce gars-là. Il est vraiment bright. C'est un de nos entrepreneurs en portefeuille aussi. On l'aime beaucoup. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'était même pas un layup. C'était même pas le blog, là, mais tu vois, c'en est un. Petit Chris. C'en est un qui a une bonne tête à penser. Il travaille fort, il réfléchit. Tu sais, moi, je dis souvent, quand on me demande je donne des conférences souvent à des jeunes entrepreneurs, pis ça, puis j'ai dit, c'est une formule que j'ai développée, je pense qu'il marche partout, mais tu sais, il faut comme entrepreneur réfléchir un peu, agir rapidement, apprendre beaucoup, puis recommencer. Puis ça, c'est la formule gagnante. Réfléchir un peu, agir rapidement, apprendre beaucoup, puis recommencer. Puis là, je pourrais recommencer, mais tu sais, mais Steinman puis son frère, puis d'autres entrepreneurs que j'aime, c'est un peu ça. Ils réfléchissent avant d'agir comme des poules pas de tête, puis agissent rapidement. Ils font pas juste réfléchir pendant 2 ans. Ils réfléchissent, pas vrai, on va aller tester cette idée-là rapidement. Puis quand tu dis tester, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont marcher, des choses qui vont pas marcher. Donc, il y a des leçons d'apprentissage qui vont venir modifier la prochaine itération. Donc, réfléchir un peu, agir rapidement, apprendre beaucoup, recommencer. Recommencer, ça veut dire recommencer à réfléchir un peu, après avoir appris, OK, qu'est-ce qu'on va essayer? On agit rapidement. Alors, cette roue-là qui se met à tourner, là, ça, c'est les entrepreneurs qui réussissent généralement à sortir du chemin puis à trouver une voie qui va les mener au succès, tu sais. T'as plein de belles business dans ton portefeuille, dans ton portfolio. C'est portefeuille ou portfolio? Les deux. Je s'en fous. Je suis curieux de voir, c'est de où que ton meilleur deal flow vient? C'est-tu Serge Beauchemin... Ça, c'est une très bonne question, parce que j'aimerais ça le modéliser. Mais la réalité, c'est qu'il vient d'un paquet de composantes tout à fait banales. Il vient du branding. Les gens qui aiment, puis qui ont entendu parler d'OQC, qui ont entendu le podcast d'aujourd'hui, ils disent, j'aime ça, comment est-ce qu'il pense lui, ils vont venir nous voir. Sure. Il vient du branding de mes collègues aussi, parce que moi, je plais à certaines personnes, puis à d'autres, pas pantoute. C'est un vieux, comprend rien, whatever. Ben, ça donne bien. J'ai des jeunes dans ma gang qui parlent aussi. J'ai Raphaëlo, j'ai Audrey, c'est bon. Fait que j'ai d'autres jeunes qui vont connecter avec une autre audience. J'ai d'autres vieux qui vont connecter avec une autre audience. J'ai David Dufresne que j'ai recruté il y a 1 an. C'est vrai. Que David a une super réputation auprès des founders parce que ça fait 20 ans qu'il fait du coaching chez CDL, chez toutes sortes d'incubateurs. Il est vraiment impliqué beaucoup en mentorat puis en coaching d'entrepreneurs. Donc, il y a un crowd qui l'aime beaucoup. Fait que, tu sais, donc, j'ai du deal flow qui vient de la réputation des individus, du deal flow qui vient par extension, de la réputation de la brand qui est composée des individus et de notre présence médiatique dans l'écosystème. J'ai du deal flow qui vient beaucoup dans notre cas du deal qu'on a avec Ange Québec. Parce que le mot ange, c'est un mot universellement reconnu dans l'écosystème, tu sais. Ben, au Québec, Ange, ça appartient à Ange Québec. C'est le gros réseau. Il y en a qu'un qui regroupe 200 anges là-dedans, puis qui churn, puis qui renouvelle à tous les années. Fait que, tu sais, il y a peut-être 600 anges qui ont passé là-dedans dans les 12 dernières années. Fait que ça fait beaucoup de monde, ça. Alors, ben, ça appartient à Ange Québec. Fait que tous ceux qui veulent avoir un ange ou qui pensent que leur première porte au financement, c'est un ange, ben, moi, je les vois passer dès qu'ils appellent Ange Québec. Ça rentre dans le même système que le nôtre. On les voit. Puis on a un deal avec eux autres où on a accès en priorité à leur deal flow. OK, ouais. Alors, donc, ça aussi, ça me donne beaucoup de deal flow. Très cool. Puis, évidemment, le réseau de nos investisseurs, donc de nos investissements et nos co-investisseurs. Donc, les LP qui sont chez nous vont nous référer du deal flow qu'eux autres peuvent pas faire. Si t'appelles, mettons, Fonds de solidarité pour un investissement, ben, on dit, nous autres, en bas de X millions, on touche pas à ça. Ben, appelle donc Serge chez OQC ou appelle donc Kaltoum chez OQC ou ainsi de suite. Puis, on a du deal flow de nos propres investisseurs. Steinman, les frères, Laura Lalonde, de ce monde-là qui aime la relation qu'ils ont avec nous. Ben, il y a un autre founder qui rencontre, ben, il va dire, hey, il appelle OQC, ils sont vraiment hot. Ils m'ont donné un coup de main ici, ils m'ont donné... Alors, c'est pareil comme n'importe quel business, c'est un brand equity, un brand build-up qui se fait à travers différentes activités, différents calls. Mais t'investis quand même là-dedans. Ah, ben right? Oui. Genre, on s'entend. Mais l'argent, il est dans la conf, entre autres, comme sponsor. Je mets de l'argent dans certains événements, puis j'essaie de mettre de l'argent
pas nécessairement là où tout le monde en met. Ouais. Ben, je vais juste être une tranche de pepperoni sur la pizza, tu sais. Fait qu'on va passer parmi la pizza au complet. Fait que j'essaie d'être plus visible dans d'autres écosystèmes ou d'autres initiatives un petit peu plus hipster, moins mainstream. C'est le cas chez vous. Ouais. Je suis venu chez vous parce que c'est pas tout le monde qui connaît ça, mais ceux qui connaissent ça, c'est exactement les entrepreneurs que 100%. je veux qui entendent. J'ai fait la même affaire avec Slush à Québec. Tu sais. Bon, Oui, on est oui, moins c'est présent à Québec, mais on était sponsor major de l'événement à Québec Ouais, parce qu'on veut être à Québec le VC le plus présent. Il n'y a pas de VC vraiment à Québec qui se manifeste. Ben, on veut être présent là, tu sais, fait qu'on met des initiatives en place pour essayer d'être visible là où il y a moins de compétition, moins de monde qui joue. Je suis à l'espace CDPQ parce qu'ils sont tous là, mais en même temps, ils sont tous là, c'est un peu fatigant. Tu sais, il y a un player qui vient me voir, ben il voit la liste de tous les autres. Ah, je vais aller voir lui aussi, puis je vais aller voir lui aussi, je vais aller voir lui aussi. Ben moi, c'est la même game que tout le monde. C'est une game de compétition. Si on est 8 à bider sur un dossier, ça risque de coûter plus cher aussi, tu sais. Ouais. Puis là, ben c'est un peu poche parce que ça coûte plus cher, ça crée une perception dans la tête de l'entrepreneur qui vaut plus cher alors qu'il vaut pas plus cher. C'est juste parce qu'on était 8 à bider dessus, tu sais. Ouais. Mais lui, ils ont l'incentive de... Exactement. Ouais. Fait que c'est un fair, it is what it is. Tu sais, c'est un libre marché avec les beaux et les moins beaux côtés, là, tu sais. T'as mentionné un truc sur lequel j'ai accroché. T'as dit s'il y a des deals ou des startups qui rentrent chez Ange Québec, ça peut venir dans le même système que le nôtre. Fait que la question que j'ai pour toi, I guess, c'est ta veille d'opportunité ou ta gestion de deal flow. Comment tu la systématises chez AQC Capital? Ben, on l'a. Quand je suis arrivé là-dedans, je connaissais pas grand-chose, mais j'étais un entrepreneur puis je suis un builder. Fait que j'ai regardé ce qui existe dans le marché. Puis il existe des CRM dans le marché pour gérer le deal flow pour des VC, tu sais. Puis il y en a, je les nommerai pas, mais il y en a quelques-uns parmi ceux-là qui sont très populaires. Fait que tout le monde se ramasse avec la même patente. OK, ouais. Ben, évidemment, moi, ça me gosse d'avoir la même patente que tout le monde parce que j'ai pas l'avantage sur les autres. J'ai la même patente que les autres. Fait que j'essaie de voir, y a moyen d'avoir une meilleure patente que les autres. Fait qu'on s'y met à développer notre patente sur Airtable, qui était du no-code, low-code kind of solutions il y a 4-5 ans de ça. Ouais. Puis aujourd'hui, ben, on s'est développé une méchante belle patente dans laquelle on fait des affaires pas mal tripantes avec notre application Airtable. Mais il y a 1 an, j'ai investi dans l'embauche d'un jeune qui sortait de l'école. Puis j'ai dit, tu t'en viens faire ton stage chez nous. Puis tu vas faire quoi? Je dis, tu passes 2 mois, les 2 mois de son stage, à checker voir qu'est-ce qu'on peut mettre comme AI dans notre système, dans nos systèmes. OK, tu as comme donné quand même une carte blanche. Fais n'importe quoi, là. Trouve où tu peux ajouter de l'AI dans nos systèmes. Puis il a tellement fait une job prometteuse que j'ai dit, gars, je t'engage à temps plein après le stage. Puis là, ben toi, tu vas être à temps plein avec un mentor qui est un entrepreneur en résidence chez nous, qui est un gars qui connaît bien notre business, notre trade. Ton Puis c'est un ancien métier, geek. genre. Exact. Puis c'est un ancien geek, OK. un codeur, un très peu de code. Puis lui, il est pas là à temps plein. Mais j'ai un jeune qui code à temps plein. Fait que là, le jeune puis le vieux font une équipe ensemble. Puis là, ils développent une application depuis 1 an bientôt. Une application interne qui utilise donc le code AI, kind of. On a rendu à 450 000 lignes de code là-dedans. Une application complètement monstrueuse, dans le sens, c'est capoté tout ce que ça fait, là, ça n'arrête pas de s'ajouter. Avez-vous gardé comme source de données Airtable ou comme source de vérité? Encore, pour l'instant, Airtable est encore en opération. Notre patente est en prototypage, mais tout le data vient d'Airtable. Okay, c'est bon. Puis il est importé dans l'autre patente. Il n'y a pas de live link encore, parce que le jour où on met la patente en place, on kill Airtable, puis on s'en va sa patente. Puis donne-moi un exemple de ce que cette patente-là vous permet de faire, genre une job to be done ou une feature. Un exemple bien niaiseux, tu m'envoies un deck. Okay? Généralement, ça commence avec un deck, une mise en relation, puis un deck. Tu m'envoies le deck, j'upload le deck dans Patente. Ben, en uploadant le deck dans Patente, j'ai des agents qui partent. Ils vont fouiller dans le deck tous les noms qui ont été mentionnés là-dedans. On va aller voir si je les ai déjà dans ma base de données. Si je les ai déjà, il va être tagué à ton deck. Donc, maintenant, je sais que, je sais pas moi, Louis Saint-Jacques est un de tes aviseurs. Ben, moi, il va aller voir Louis Saint-Jacques. C'est-tu le même Louis Saint-Jacques? Oui, paf, il tag à ça se passe. Puis maintenant, quand je vais aller voir Louis, la fiche de Louis, il va savoir que Louis avait des intérêts dans ça se passe. Même si j'ai pas fait de deal. Il va aller chercher toutes les autres qui sont pas dedans, il va les rajouter tout de suite automatiquement dans la base de données. Il va aller chercher leur profil LinkedIn. Il va les mettre dans la base de données aussi. Il va aller voir ce qu'ils ont fait, il travaille, il fait une méchante job juste pour la portion des gens. Après, il va faire la même job aussi sur le modèle d'affaires. Là, il va aller voir, c'est quoi ta business. Il fait des résumés de ta business. Il s'en va après dans PitchBook. Nous autres, on a des bases de données. Mais il va aller voir les comparables, le marché, la taille du marché, ton game plan, ta stratégie par rapport aux autres. Ça se défend comment. Il va scorer ça en fonction de différentes analyses, différents modèles qu'on utilise. Fait des synthèses de différents modèles. Tout ça automatique qui rentre dans un... Donc, le pré-mâchage de l'opportunité est fait
juste à partir du deck, tu sais. Ça fait-tu que tu as moins besoin d'embaucher des analystes ou que tes analystes checkent J'ai les plus mêmes de analystes, mais on deals? fait bien plus de jobs en Ouais. bien moins de temps qu'avant, tu sais. Bien moins Tu de l'as temps. quantifié, roughly? Pas encore, parce que c'est pas tout à fait appliqué 100% dans la job, là. Fair. Mais honnêtement, ça va, à mon avis, nous permettre de faire plein de trucs qu'on n'a pas le temps de faire aujourd'hui. Par Ouais. exemple, avant Alex One, qui s'appelle notre application, avant Alex One, faire ce que je viens de dire, mettons, la recherche à partir du deck, du marché, puis les Crunchy, Ouais. les PageBook et ça, c'est plusieurs jours de travail. Là, Ouais. ça se fait tout seul. Une demi-heure après, c'est déjà tout uploadé. Ben, donc, mon directeur de compte, il a beaucoup plus de temps pour être en relation avec l'individu. Ouais. Plus de temps pour faire aller son intuition, plus de temps pour contacter des clients, jaser avec des clients potentiels. Ouais, t'as due deal, Exactement. pré-due Tu sais, deal, il y a whatever. beaucoup Ouais. plus de temps pour prendre soin du human relationship parce qu'avant, il y avait beaucoup d'analyse qui était faite par le même humain. Ouais. Puis ce temps-là, on a 24 heures dans une journée ou 8, 9 dans une journée. Ben, tu sais, si tu le passes devant ton ordi à chercher, tu ne le passes pas en train de jaser avec des clients potentiels ou des collègues potentiels ou tout ça. Fait que tout ce bout-là, on vient de gagner beaucoup de temps. Je pense que ça va nous permettre de prendre les meilleures décisions. Ouais, c'est vraiment hot. Je trouve que l'approche, trouver un wise-ass ou un whiz jeune qui est les deux mains dans les airs, puis le jumeler en binôme avec un expert métier, quelqu'un d'un peu plus senior mentor, je trouve que c'est vraiment smart. Là, parce que juste lâcher là un jeune ou un flow qui a comme pas nécessairement les réflexes ou les intuitions, I guess tu peux passer beaucoup de temps à repasser par le site qui build qui a par rapport. Question un peu naïve, mais genre, tu l'as trouvé comment, ce jeune-là? C'est la réponse honnête, là, c'est le fils de mon entrepreneur en résidence. Chris, let's go. C'est Ça mon a pas besoin entrepreneur d'être en plus résidence, il était là, puis son Ouais. fils sort d'un cours de programmation, cherche un stage, je dis pourrais-tu être stagiaire ici? J'ai big time, il est temps, qu'il l'amène ici. Il dit, il va faire quoi? Je sais pas, on trouvera de quoi, tu sais. C'est Puis, hot. Alex est arrivé, puis jour 1, Alex, j'ai dit, qu'est-ce que t'aimes faire? J'aime ça coder, j'ai appris telle affaire. J'ai dit, bon, ben, quelque chose qui est hot présentement, c'est les AI, puis le vibe coding et tout ça. Ça te tente-tu de jouer à ça? Oui, bon, let's go. Puis vois comment tu peux nous aider dans le quotidien avec ça. Fait que prendre une semaine ou deux pour comprendre un peu ce qu'on fait. Puis là, ben, son père, qui est mon entrepreneur en résidence, ben, c'était un geek, il commence à triper avec son fils en stage. Puis là, les deux commencent à jaser sur le du dîner. Hein. C'est hot, man. Ça s'est développé tout seul. Moi, ce que je trouve qui est capoté, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un an de ce duo-là à temps plein sur le développement d'une app pour nous. On est en avance sur un paquet d'autres mondes qui est... Ah, clairement. Mais on n'a pas 6 ans d'avance, mais on a quand même quelques erreurs d'avance sur les autres, puisqu'ils vont faire des erreurs. On en a fait, mais ces erreurs-là sont derrière nous. Puis là, on commence à avoir une patente pas mal de fun. Mais en même temps, cette patente pas mal de fun, je sais que Boréal développe la sienne, mettons, puis Amiral développe la sienne, puis Axelia développe la... Puis on va tous développer nos affaires, parce qu'on va tous développer nos macros Excel, parce qu'on utilise tout Excel, tu sais. Mais quand Excel est sorti, puis ceux qui ont été premiers à utiliser les macros étaient en avance, ben c'est une fausse avance. 6, 7, 8 mois, chacun développe sa personnalisation d'Excel après. Puis c'est plus ça l'avantage compétitif. Fait que c'est pour ça que je disais tantôt, selon moi, l'avantage compétitif de toutes les startups d'aujourd'hui et de demain, et toutes les entreprises d'aujourd'hui et de demain, demeure le facteur humain. Ouais, T'sais, 100% doute. Si tu oublies ce bout-là, tu vas pas en faire longtemps. Hein. Ta brand, ta réputation, ton charisme, tes soft skills. Puis tes relations. Moi, j'ai bâti une business pendant 17 ans sur ça. Je vendais du software que tout le monde vendait. Je vendais Lotus 1, 2, 3, DBase, Office, Microsoft Product. Fait qu'est-ce que je disais à mon client? T'sais? Ouais, qu'est-ce qui te démarque des autres? Le prix. Bon, ben ça, elle m'a dit, ça fait son chemin, mais pas tant que ça, là, parce que si je vends sur le prix, il y a toujours un petit comique qui va vendre moins cher que toi. Fait qu'on a abandonné l'idée du prix. On l'a gardé dans le sens qu'on vendait à des prix compétitifs, mais on a arrêté de se battre sur le prix. Et notre réponse était de dire l'équipe. Mais dis comment l'équipe? Ben, ma réponse, moi, quand je coachais mes reps, je disais, dis-leur que toi, tu as choisi de travailler chez nous. Ouais. Fait qu'il dit, l'équipe, c'est moi. Moi, là, j'ai choisi de travailler ici chez TreeSoft. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais pour moi, toi? Moi, man, je vais passer 24 heures sur 24 à penser à toi. Parce que toi, t'es ma paye. Mais ça, c'est tellement hâte ce que tu viens de dire, parce que Sim de Bain, on parlait de ça, puis on est comme, tout le monde essaie de trouver, c'est quoi les nouveaux modes, whatever, là. Puis il me dit, je pense que l'affaire la plus plate au monde, c'est juste care plus que les autres, là. Ah ouais. Ouais, puis c'est vrai, man. Ben, c'est hey, vrai. dude, j'écoute des vidéos YouTube, là, en tout cas, whatever, là, genre, sur la théologie dans Warhammer, là. Parce que, tu sais, je suis pas un vrai geek, mais j'aimerais ça être un vrai geek. Fait que j'écoute des affaires de geek, whatever. Puis, tu sais, il y a plein de vidéos AI generated où c'est genre good enough. Puis c'est une vidéo de 20 minutes qui t'explique un peu, OK, l'empereur, le dieu dans Warhammer, ça marche dans le même, whatever. Hey, je suis tombé sur une vidéo, man, de 2 heures, 8 minutes, là. Le gars, il est allé tellement profondément, puis il care
tellement à propos du sujet, de la vidéo, du montage. J'étais comme subscribe automatiquement. Puis j'ai même été sur son Patreon. Là, j'étais, man. Puis c'était juste, tu sais, c'est les mêmes sujets, c'est les mêmes thèmes. C'est pas... Ouais. Mais il care bien plus que les autres YouTubers qui ont monté des vidéos là-dessus. Moi, j'ai bâti une business complète sur ça. Le slogan de la business, on était des vendeurs de software. Le slogan de la business, c'est TreeSoft, la puissance d'une équipe. OK. Puis moi, je disais, non seulement tu deals avec moi, donc je suis 24 heures sur 24 à penser à toi parce que t'es mon client, puis quelque part, c'est toi qui crée ma paye. Là, Si je perds une partie de ma paye, puis je perds peut-être ma job. Fait I care for you. Là, moi, j'ai choisi ici. Pourquoi j'ai choisi ici? Parce qu'ici, quand je prends les vacances, j'ai d'autres fous comme moi qui vont prendre soin de toi. Ouais, Puis d'autres passionnés comme moi. Fait que je suis dans la meilleure équipe en ville. Fait que quand tu as un staff qui dit ça à un client, ben là, tu viens de remettre en force ce que je suis en train de te dire tantôt. Tu sais, cette relation humaine, c'est ça qui va faire le moat du futur. Parce que la technologie a été longtemps un moat. Hein? On avait des softwares qui étaient pas ailleurs. Mais aujourd'hui, tu vas voir de plus en plus les compagnies. Je peux t'en témoigner. Je suis actionnaire d'une grosse compagnie privée qui s'appelle Stromspa. Service informatique de Stromspa maintenant. On a des développeurs qui se développent des solutions impensables il y a 2 ans. Il y a 2 ans, impensable qu'on développe nos propres solutions. Là, on prenait des produits de tablettes. Ça. Là, ils sont en train de développer des packages pour régler des problèmes qu'on n'est pas capable de trouver de solutions économiquement viables. Les solutions existent, mais pour notre modèle à nous, ça coûte bien trop cher. Mais là, ils développent ça. La gang, parce qu'ils parlent en anglais ou français, là, dans ton cas, mais ils parlent avec des intelligences artificielles, puis ils développent du code pour faire des jobs qui étaient impensables il y a 2 ans. T'sais. Alors ça, c'est juste Strom. Imagine Hydro, Lotto, Vidéotron, Bell, toutes les équipes où ils ont 150 personnes à l'interne pour s'occuper juste de l'informatique. C'est sûr qu'ils vont se développer des solutions pour patcher des problèmes à gauche pas à droite. C'est sûr et certain. Ouais. Oui, mais je pense que plus il y a des règles de conformité, des enjeux de sécurité ou ils de vont privacy. Ça aussi. Exact, c'est ça. Tu sais, des fois, il y a le trade-off de faire confiance à un SaaS à l'externe, mettons, qui va régler des problèmes puis des casse-têtes que tu veux pas avoir dans ta tête, il va rester, pour plein de SaaS, encore pertinent. Je suis tellement d'accord avec toi. Tu sais, on entend beaucoup SaaS is dead, puis tout ça. Non, SaaS is pas dead. SaaS, c'est un modèle d'affaires, tu sais. Ouais. Sauf que dans le modèle d'affaires, il y a différents types de profiteurs du modèle. Ouais, exact, voilà. Ouais, ben, c'est pas vrai que, tu sais, les softwares qui justement, que le mode, c'était juste le software, puis c'est une start-up qui fait quelque chose qui va planter, mettons, le logiciel de dentiste, je disais tantôt, parce qu'il fait la même affaire, mais moins cher, ben ça se finit, là, tu sais, ça durera pas. Mais quelqu'un qui développe un logiciel de dentiste puis qui fait des choses tellement spécifiques puis qui est tellement solide puis qui est backé par l'association des dentistes puis patati puis patata puis qui t'ajoute des credentials que l'autre startup peut pas faire puis il fait ça au prix que l'autre startup peut pas coter parce que c'est le même prix qu'il va faire sans faire tout ça. C'est sûr que lui, il va être indélogeable, tu sais. Puis évidemment, les gros joueurs qui sont déjà là tu délogeras pas Adobe demain matin, mais Canva a pris une méchante part de marché. Tu comprends? Il reste toujours des opportunités pour les wise-ass puis les petits Chris qui vont trouver une faiblesse dans le modèle actuel puis vont l'exploiter puis ils vont prouver qu'ils ont raison. Ça va toujours être possible. Mais pas vrai que le monde change pas, là, tu sais. On s'en va sur notre closing, mais j'avais une section... On est allé n'importe où puis on s'en va sur le closing. Ben oui, j'adore ça. Man, sérieux, on aurait pu passer l'après-midi encore. Ben moi aussi, mais on a une hard limit. Il y a plein de questions un peu plus comme personnelles ou par rapport à toi ou whatever que je voulais te poser, mais là, je te les poserais juste en rapid fire. OK, go. Lightning round. Ça va être oui ou non? Ça va être le plus court qui fait du sens pour toi, mettons. OK, quand une demande arrive dans ton inbox ou genre dans tes DMs, comment tu décides si ça mérite un café, une intro, de l'aide pro bono ou peut-être un investissement? Genre, comment tu décides qui t'aide de quelle manière? C'est une maudite bonne question. Je dirais, je me fie à mon instinct puis à mon intuition. Tu sais, je peux pas faire autre chose parce que souvent, c'est du monde que je connais pas. Fait que je vais lire le courriel. Il m'a dit, ça pourrait être intéressant pour différentes affaires. Puis dans d'autres cas, j'ai pas le temps. Puis je suis désolé, j'ai pas le temps. Puis je le dis. Je suis désolé. J'aurais voulu t'aider, mais j'ai pas le temps. J'ai mes propres priorités, mes propres projets. Je te souhaite bonne chance. Réécris-moi peut-être dans 1 an. La vie est dynamique. Vous verrez dans 1 an. C'était une de mes autres questions que tu as répondu. Comment tu dis non de façon juste polie et respectueuse? Mais... Ouais, pareil comme je le faisais aussi pour quelqu'un qui me cherche un investissement, puis on pense que c'est pas le bon timing encore parce qu'il n'a pas encore assez mangé de croûte, il n'a pas encore assez souffert ou sa vision du marché n'est pas assez claire. Bon, on va dire c'est non pour tout de suite, mais quand elle continue, je pense tu penses avoir de quoi, puis moi j'ai confiance que tu as peut-être de quoi, je l'ai juste pas vu encore. Puis viens me voir quand tu l'auras trouvé, quand tu seras un peu plus loin, on va se suivre anyway, tu vas voir, je vais t'appeler dans 6 mois, ça va être rendu.
puis on met ça dans notre système. Dans 6 mois, il y a un rappel qui apparaît dans notre affaire. Rappelle donc Frank, il est rendu où? Fait que c'est comme ça qu'on suit nos affaires. Puis dans ma vie, moi, je te ferai pas de suivi. Tu sais, si tu me demandes du coaching, puis j'ai pas le temps, ou j'ai des demandes de podcast pendant toutes les semaines. Ah, on aimerait ça vous avoir sur notre podcast. Pas le temps de faire tous les podcasts au monde. Fait que je suis désolé, j'ai pas le temps. Mais rappelle-moi l'année prochaine. Peut-être que j'aurai du temps l'année prochaine. Mais pour l'instant, je l'ai pas. Moi, ça fait 2 fois que t'as le temps pour moi. Je veux pas me vanter, mais... Ouais. Mais t'as un petit quelque chose. D'ailleurs, mon équipe me teasait, là, quand ils réécoutaient le premier épisode qu'on a fait ensemble, puis tout, ils disaient, toi pis Serge, j'avais une bromance. Ouais. J'avais bon. Et ils riaient bien de moi avec ça. Ben, ils ont pas raison, quand j'étais encore là, puis j'ai encore dit oui. Fait que j'en fais pas beaucoup de podcasts, puis avec toi, je n'ai fait un deuxième. Ben, c'est réciproque d'autres, c'est trop le fun de jaser avec toi. Une couple d'autres vite. Y a-tu un VC ou un GP ailleurs au Québec, au Canada qui t'inspire, que tu trouves vraiment cool? Chris Arsenault. Ouais. Innovia. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est un wise ass. C'est un petit Chris. Tu sais, mettons, il a lancé Discovery Fund sous l'apparence on fait aussi du early stage, tu sais. Ben, c'est tellement brillant, tu sais, parce que Discovery Fund, il fait pas vraiment du early stage. Il fait des petits chèques de LP dans des fonds comme le mien. Okay. Donc, des fonds early stage partout en Amérique puis au Canada. Fait qu'il s'achète quoi au fond? Il s'achète des données, tu sais. Ouais. Il met un chèque de 250 000 comme LP dans un fonds de 40 millions, mettons. Fait qu'il est insignifiant comme LP dans un fonds de 40 millions avec un chèque de 250 000. Mais il a les mêmes privilèges que tous les autres LP, c'est-à-dire il voit le deal flow complet, il voit c'est qui les deals là-dedans, qui a reçu combien de cash, qui va bien, qui va pas bien. Puis s'il fait ça dans 25, 30, 40, 50 fonds, dans un secteur géographique, il se ramasse avec un dataset de fou, puis en avance devant tout le monde, devant ses concurrents lui, il sait dans cette géographie-là qu'il y a du potentiel avant tout le monde, puis il peut créer des relations. C'est un petit Chris. J'ai parlé une fois en temps réel, puis il est supposé venir un jour sur le pod, là, c'est comme... je le vois à soir, je parlerai de toi. Ah ouais? Ben oui, man, of course. C'est un petit Chris. C'est un très, puis un maudit bon gars. Un maudit bon gars. Okay. Fin négociateur, comprend la game, puis il est rendu avec 2,8 milliards d'actifs sous gestion. C'est une belle histoire. Une machine. 100%. Puis des bonnes valeurs aussi. C'est un maudit bon gars. Ben, écoute, man, tu lui feras un rappel de ça se passe, ça me ferait... Je suis super avec lui à soir, fait que j'en parlerai. Ça me ferait vraiment plaisir de parler sur le pod, puis je vais le relancer in any case. Côté VC, OK. Côté founder ou business dans l'écosystème Québec ou canadien, es-tu genre quelque chose qui te rend optimiste ou qui t'inspire? Ou... Ouais, ben, je dirais, il y a de plus en plus de jeunes Québécois qui rêvent en entrepreneuriat. Ça, je trouve ça vraiment trippant. Là. J'ai écouté Dragon hier, la dernière saison, le dernier épisode de la saison en cours. Ça fait un bout que j'avais pas écouté ça, mais je fais partie de la saison cette année, fait que je l'ai écouté. Puis je trouvais il y a un petit jeune de 18 ans qui clôt le deal, là. Puis c'est beau de voir un petit jeune qui part une business, puis qui est débrouillard, puis inventif et tout ça. Fait que je trouve ça bien le fun, je trouve ça inspirant pour notre jeunesse, notre économie, pour notre avenir. Fait que je demeure un éternel optimiste. Là, dans mon cœur, j'ai un cœur d'optimiste. Alors, je trouve ça le fun de voir des jeunes qui viennent nous voir pour présenter leur projet, puis ils croient, puis en certains cas, c'est n'importe quoi, mais ils veulent l'entendre que c'est n'importe quoi, mais ils abandonneront pas, puis ils vont venir avec d'autres choses. Exact. Puis, alors tout ça, je trouve ça non seulement intéressant puis stimulant, mais tellement important. Tu sais. S'il y en a pas de ces jeunes-là, pendant 20 ans d'ici, il n'y a pas de business au Québec, il va y avoir juste des travailleurs au Québec, c'est-à-dire des travailleurs pour des business étrangères. Ça, c'est plate, ça veut dire que c'est les étrangers qui vont décider comment on vit ici, comment on vit entre nous, les conditions de vie, nos conditions économiques, ultimement. C'est un danger, là, tu sais, qu'on crée pas l'entreprise. C'est une catastrophe, tu sais. Fait que moi, une des grandes motivations personnelles à faire ce que je fais au quotidien, j'ai déjà du cash, fait que c'est pas que le cash, mais c'est surtout la création d'entreprises gagnantes québécoises. Surtout la création d'entrepreneurs qui ont du succès, qui vont bâtir d'autres entreprises, qui vont réinvestir dans nos jeunes, qui vont faire tourner cette roue-là pour que dans 20, 25, 30 ans d'ici, on a encore des Québécois puis des Québécoises qui gèrent des business d'ici, puis qui créent de l'emploi ici, puis qui torchent à l'international. Ben, il faut qu'ils commencent quelque part, ces business-là, puis ça prend des fous comme moi, puis d'autres fous comme nous autres, les VC, pour mettre ça en place, puis des LP complètement fous qui vont supporter tout ça. C'est ultra important. Fait que c'est ce qui m'allume beaucoup. Shameless plugs. Quel genre de founders devrait te contacter ou contacter ta team? T'embauches-tu? N'importe quoi à promoter? Ouais, ben ta team va être à la conf.
Ouais. conf.saspace.com. Ma team va être à la conf. Je serai malheureusement pas là. Je vais être sur un catamaran en Grèce, en vacances. On va te faire un vidéo call. Ah, ça serait cool. Ça serait vraiment cool, ça. Mais ma team au complet va être là avec des casquettes QC. Vous ne pourrez pas y manquer. Là. Ils vont avoir une casquette bleue sur la tête. Puis j'espère qu'ils vont en avoir une coupe pour les donner à ceux qui auront envie fièrement de les porter. Si j'ai un shameless plug, je dirais, écoute, pensez à QC partout dans la perspective où on est un maudit bon joueur. On est généraliste. Fait que ça, c'est une force. Hein. Ça veut dire qu'on peut s'adresser à toutes les founders, pas juste au fintech ou pas juste au medtech, mais n'importe qui là-dedans. On amène du cash, on amène aussi d'expertise, puisqu'on a 2 formes d'expertise qu'on rajoute dans l'équipe. On a un réseau d'anges de 600 anges connectés. Ben, la plupart des anges qui sont connectés dans le réseau Ange Québec, c'est tous des gens qui ont un peu d'argent, mais qui veulent tous s'impliquer à faire une différence. Donc ça, c'est la motivation principale qu'on a, nous, d'être associés à un réseau d'anges, c'est de faire une différence dans nos startups. Donc, on les amène, ces anges-là, on les appelle, on les contacte, on ouvre des portes pour nos startups. Fait que, donc, les mises en relation d'un réseau de, mettons, 200 personnes, c'est plus qu'une mise en relation d'un réseau de 4 founders, 4 GP. Là. Fait que, c'est une force assez incroyable qu'on a chez nous. Je dirais évidemment, donc, vous cherchez du cash, venez voir QC. Je suis rencontré des entrepreneurs, des petits Chris, des Wiseass qui ont besoin de financement, qui viennent nous voir. Puis, évidemment, je te dirais, si je cherche une job dans le domaine du VC, ben suivre notre page LinkedIn, parce que c'est là qu'on va les annoncer. Prendre des cafés avec notre équipe pour créer des relations super importantes, voir ça à long terme. Et finalement, je dirais, ben, tu sais, si on a de l'argent à investir ou qui connaissent du monde qui veulent investir puis soutenir l'économie québécoise de demain, ben investissez dans des VC, puis le meilleur, c'est nous autres. Ben, t'es pas mal le meilleur, mon Serge. C'était un plaisir, encore une fois. Un grand plaisir de t'avoir revu encore. Beaucoup. Puis, bien content. J'espère que j'aurai l'occasion d'un 3e podcast. Oui, avoir un tour du chapeau. Le tour du chapeau. Cheers, man. Cheers.